Bonjour Monsieur Lucas. Bonjour. Voilà, on va, en attendant que Mylène nous rejoigne, parce qu'il y a une partie voilà, de la délégation qui est en présentiel et l'autre partie est en visio. Voilà, donc moi je me présente, je suis Céline Poulet, je suis la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Enchanté. Accompagnée à côté de moi de mon collaborateur qui est en charge de tout ce qui est participation des personnes. Voilà, comme dire Maxime Wallot. Et de l'autre côté, Marc Salvini, qui est haut fonctionnaire handicap et inclusion au sein du ministère de la Justice. Voilà un petit peu la délégation. Et on attend Mylène Girard, que vous connaissez bien là pour le coup, et qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Merci beaucoup pour cette présentation. Et pour ne pas oublier, j'aimerais vous demander si vous pouvez autoriser, enfin si vous êtes d'accord, si vous pouvez autoriser l'enregistrement, parce que comme j'ai expliqué dans les emails, je vais pas pouvoir me souvenir de ce qu'on va dire et je vais pas. Recording in progress. Voilà. Ah, ok, super. This meeting, ok. Comme cette réunion, excusez-moi, je suis un peu stressé. Cette réunion, ça fait quand même assez longtemps que j'espère qu'on puisse faire ça. Donc, autant faire en sorte que ce soit le plus utile possible. Donc, partager avec des collègues, mais aussi sur notre petit site internet. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de questions. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir répondre à toutes les questions. J'imagine que vous allez piocher. Mais ensuite, les réponses seront certainement utiles à pas mal de personnes. Et puis, j'aimerais aussi qu'on puisse, si vous voulez, qu'il n'y ait pas seulement des questions de ma part, mais aussi des questions de votre part, ou même ensuite un dialogue un peu à bâton rompu, enfin, pas sur tout et n'importe quoi, mais bon, sur des sujets utiles, quoi. Alors nous, pour vous dire comment on a préparé, comme dire, on va essayer de vous répondre à la majorité des questions. C'est pour ça que voilà, on a demandé à tous ceux qui sont spécialistes sur les sujets de venir. Donc on va essayer vraiment d'être le plus exhaustif possible. Donc on va avoir un temps de parole réparti de la manière suivante. C'est le secrétariat général du comité interministériel du handicap qui commencera. Ensuite, nous aurons Mylène Girard. Et puis ensuite, nous aurons Marc Salvini. Et puis, on essaiera comme ça d'avoir l'ensemble, en définitive, des questions. Et donc, on vous propose voilà, de commencer. Ah, j'ai Mylène qui m'envoie un petit message. Elle arrive. Donc, c'est formidable. Bon, voilà. Si vous voulez, avant que, comme dire, que dans le temps qu'elle arrive, on peut commencer par le SGCIH. Comme ça, on gagne un peu de temps sur nos échanges. Alors, peut-être la première chose, sur la difficulté de contacter le comité interministériel du handicap ou plus particulièrement le secrétariat général du comité interministériel du handicap. Alors, il faut savoir que notre mission principale, c'est la coordination en fait des actions à destination des personnes en situation de handicap. On a toujours tendance au SGCS de dire avec et pour les personnes en situation de handicap. Et donc, on est plutôt là, en définitive, dans une coordination des hauts fonctionnaires handicap et inclusion, dans une coordination avec les administrations. Et donc, on répond rarement, en définitive, à des questions individuelles. C'est pour ça qu'on peut répondre à des questions d'association quand on est sur, je dirais, des actions, des questions très spécifiques liées en fait à une action que mène en direct le SGCIH, parce qu'on porte aussi des actions en direct, mais globalement, c'est plus les administrations qui portent les actions, qui répondent en fait aux associations ou aux particuliers. Voilà. Donc nous, quand on reçoit par exemple une question, eh bien, on va la transmettre en fait à l'opérateur compétent en fait pour pouvoir y répondre. Voilà un petit peu le rôle du comité interministériel du handicap. Alors vous avez souligné quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que vous dites qu'on utilise le international dans CIDPH. Eh bien, je vous annonce que grâce à vous, nous n'utiliserons plus le ID international. Nous allons nous conformer en effet. Alors, c'est en fait, pour vous expliquer, c'est un peu pour nous une pédagogie. Quand vous parlez aux ministres ou que vous parlez aux administrations, quand vous parlez d'une convention internationale, eh bien, pour eux, il y a une pédagogie. C'est-à-dire qu'on essaie notre rôle,
c'est de bien faire comprendre au ministre l'importance de cette convention. Et quand on parle de convention internationale, vous voyez, on voit un déclic dans leurs yeux. Ils disent « Ah là, c'est international. » Donc c'est important. C'est important. Donc l'international, en fait, permet, et vous avez raison, c'est un peu redondant en fait, de mettre ça, mais ça a une vocation complètement en fait, pédagogique chez nous. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'on ne devrait pas l'utiliser à l'écrit, parce que dans ces cas-là, en définitive, on perd un peu les gens aussi qui n'ont pas cette habitude de mettre le « i ». Donc, ce que l'on a convenu de faire à la lecture de votre suggestion, c'est de se dire, on continuera à le dire quand on est avec certains interlocuteurs qui ne connaissent pas le sujet pour continuer un petit peu à les intéresser sur le sujet. Mais quand on l'écrit, là on a à écrire des documents officiels, on ne remettra pas le « i » d'international. Voilà, comme ça, comme quoi, voilà. Merci beaucoup de votre… parce que pour nous, c'est très important. Donc pour vous aussi, vous l'expliquez dans ces termes-là. Vous avez peut-être, vous vouliez prendre la parole, excusez-moi. Merci beaucoup. Non, mais une toute petite, enfin 2 petites remarques. La première, c'est, vous dites que vous allez supprimer le i. Bon, super. Vous m'avez expliqué que ça va être fait par écrit, mais est-ce que vous allez en parler aussi à d'autres entités? Oui. Par exemple, le défenseur des droits, qui n'est pas un ministère, ils utilisent aussi partout. Donc… Oui, parce qu'en fait, ils ont la même. En fait, le défenseur des droits, là pour le coup, le défenseur des droits et le SGCIH ont fait un peu cause commune, vous voyez, sur cette convention-là, puisqu'on oui. a des rôles très différents vis-à-vis de cette convention. On a des rôles différents avec le défenseur des droits, mais on a une trame commune qui est d'en parler un maximum. Et en fait, eux aussi, en définitive, utilisent le i, je pense, exactement comme nous, en fait, en termes de pédagogie en fait vis-à-vis de publics qui ne connaissent pas en fait cette convention. Super. Donc, on fera le lien avec le défenseur des droits. Bonjour Madame Girard. Bonjour, pardon, je suis en retard, mais voilà. Je vous en prie. Ma deuxième, j'ai tendance à parler trop longtemps, donc je vous dis le truc, hein, c'est une question d'aménagement raisonnable. Si vous voyez que je m'embarque dans des parenthèses qui s'ouvrent à l'infini, il faut faire des signes de détresse. Non, ça peut paraître ridicule, mais ça fonctionne, parce que moi, je vois les signes à l'écran et ça me rappelle. Sinon, je suis pas dans le temps, je vis pas dans le temps. La deuxième petite remarque, c'est… j'ai déjà oublié. Oui, non, la deuxième petite remarque, c'est l'importance du dialogue, du vrai dialogue, pas des emails qui sont des prises de tête, pas que pour vous, mais aussi pour nous. C'est que quand j'ai écrit là ce point 1.2, anomalie de l'acronyme CIDPH, j'ai hésité en fait. Je me suis dit, oh là là, ils vont penser que je chipote, ça va paraître exagéré, etc., etc., les autistes qui sont pointilleux. Et on voit qu'en fait, non. Donc, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on a chacun des doutes de notre côté parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue. Donc, nous, on est habitués à des frictions, quoi. Et à tel point qu'on pourrait hésiter à parler de ce genre de truc en disant ça va pas plaire, ça va être aversif, etc. Et là, pour le coup, pour cet exemple-là, en tout cas, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que le dialogue en direct, c'est vraiment, à mon avis, indispensable. Et on est là justement pour ça, en fait. C'est vraiment. C'est pour ça que moi, je vous réponds très, très simplement, sans aucun problème, sur les réseaux des hauts fonctionnaires handicap et inclusion. Alors, c'est vrai, le fait d'avoir recours à des référents autisme. Alors, nous, on procède un peu d'une manière un peu différente, en définitive, c'est que les hauts fonctionnaires handicap et inclusion, ils s'adressent en fait à des experts dès lors qu'ils ont une question, en fait. Sur lesquels ils ne peuvent pas répondre parce que ça concerne des personnes avec autisme, des personnes autistes et qu'ils n'ont pas forcément la spécialité sur le sujet. Ils savent qu'ils peuvent se retourner vers le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap, au sein duquel il y a aujourd'hui des associations qui représentent l'autisme. Alors, on peut contester ou pas contester, mais aujourd'hui, c'est notre Conseil national, il est constitué comme ça. Et donc, il est fait de telle manière à ce que les hauts fonctionnaires handicap et inclusion viennent chercher aussi de l'expertise du côté des associations membres du CNCPH, et c'est ainsi qu'on fonctionne. C'est vrai que nous, on a plutôt une approche de la sorte, parce que sinon, il faudrait, in fine, avoir des référents à peu près sur tous les types de handicap, et autant vous dire qu'on nous demanderait la même chose sur beaucoup de choses. Alors,
vraiment pour être très clair, sur les hauts fonctionnaires handicap et inclusion, aujourd'hui, ils ont une formation qui n'est pas une formation théorique des choses. Ils ont une formation parce qu'on va souvent au devant en fait des personnes et donc on rencontre beaucoup de personnes et notamment des personnes autistes pour aussi, la dernière fois on était avec Marie Rabatel que vous devez connaître, qui a beaucoup parlé aussi de l'autisme et donc tout le monde était là, on était sur une plateforme, donc on est aujourd'hui, il y a une acculturation et un niveau de compétence des hauts fonctionnaires handicap et inclusion qui aujourd'hui est importante. Et c'est comme ça on conçoit aussi l'expertise en fait sur l'autisme. Ah, alors sur l'autodétermination. Non, 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 il n'y a pas que Mylène Girard qui s'intéresse à la question. Je m'inscris totalement faux. Et donc, c'est une plaisanterie, parce que moi aussi, je suis un peu particulière. Et donc, je vais laisser Maxime vous répondre en direct. Mais excusez-moi, juste pour la question des référents autistes, je suis pas sûr qu'on parle exactement de la même chose parce que les référents autisme, ce seraient des personnes. Bon, par exemple, le HFHI dans un ministère, il est spécialiste du handicap, etc., etc. Mais vous dites qu'il peut consulter le CNCPH pour des experts et ainsi de suite, mais donc pour apprendre des choses lui, mais il va pas pour autant devenir un référent autisme. Moi, ce que je pensais, c'est qu'il pourrait y avoir une personne à côté du haut fonctionnaire au handicap, ou même lui-même, si vraiment il est vraiment sensibilisé, qui serait en même temps référent autisme, parce que c'est demandé par le comité. C'est demandé. C'est vrai que l'ONU le demande, mais d'un côté, nous, on a, dans notre pays, on a cette chance aussi d'avoir une délégation interministérielle autisme au sein, stratégie autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Les hauts fonctionnaires, en fait, ils ont deux pieds, en fait. Ils ont deux pieds d'expertise. Ils ont évidemment le CNCPH, mais ils ont aussi l'expertise de la délégation interministérielle, qui a elle-même une expertise par les associations aussi. Donc, en définitive, on peut se dire qu'il y a quand même une modalité de fonctionnement qui permet à un moment donné à un haut fonctionnaire d'avoir l'ensemble des réponses en fait sur le sujet qui lui est posé. Voilà un petit peu comment nous on fonctionne. Ok, on pourra en reparler plus tard. Un petit complément pour que vous compreniez bien la mécanique. Il y a certains hauts fonctionnaires qui sont aussi référents autisme. Les référents autisme TND qui sont accrochés un peu à la stratégie, ce sont en fait les chefs de projet des ministères et des opérateurs qui sont désignés pour mettre en œuvre les 101 mesures de la stratégie. Dans la stratégie, il y a 101 mesures. En face, il y a systématiquement, au-delà du pilotage interministériel, puisque nous, on est là pour garantir que les choses avancent, puisque notre feuille de route, elle a été validée à très haut niveau, elle a été concertée, validée. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec tout, mais la mécanique qui a été mise en œuvre après, c'est une mécanique qui consiste à mobiliser les ministères dans une feuille de route extrêmement précise qui ne donne pas lieu nécessairement à des contacts ou à des réponses directes avec les personnes. En l'occurrence, et j'en profite pour répondre à une des questions que j'ai vues, vous voudriez des référents, mais en l'occurrence, aujourd'hui, à la délégation, on est 3 à répondre aux situations individuelles. Je ne suis pas toute seule. Parfois, c'est moi, parfois, ça va être mon collègue José Puig, parfois, ça va être mon collègue Christophe Bress. On répond à toutes les natures de sollicitation. Mais par contre, ça n'est pas le travail des référents autisme qui, eux, sont en mode projet, dans une mécanique extrêmement cadencée, avec un reporting très fort à Matignon et l'Élysée, pour garantir que les choses avancent. Donc, entre guillemets, ils ont une feuille de route très, très précise. C'est pour ça que forcément, ils ne sont pas nécessairement visibles. Des préoccupations que vous soulevez, on pourrait les retrouver dans des groupes de travail, mais pas forcément. Ils ont une feuille de route très, très calée. Voilà ce que je pouvais dire en complément. Et parfois, ils sont hauts fonctionnaires et parfois pas, parce qu'ils sont en cohabitation avec un collègue qui est lui-même haut fonctionnaire dans le même ministère. Peut-être qu'en fait, on parle pas de la même chose, on voit pas la même chose avec référent autisme, parce que vous voyez la notion de référent autisme par le haut, en fait, par le côté gouvernemental. Mais moi, je la vois par le bas, c'est-à-dire du point de vue de l'usager. Imaginons un usager qui est une famille ou un autiste qui est en but avec je sais pas quel truc dans un hôpital, dans une administration, et les gens de cette administration dans un département comprennent rien à l'autisme. Il faudrait qu'ils puissent, ces gens de cette administration, s'adresser à quelqu'un
chez eux, qui serait justement leur référent autisme à eux pour pouvoir les conseiller eux, c'est-à-dire d'aller de haut vers le bas, jusqu'au niveau de l'usager. C'est de ça que je parle. Je suis d'accord avec vous. Donc, vous êtes plus sur les problématiques d'accessibilité, sur lesquelles d'ailleurs j'avais déjà essayé de vous répondre, mais on n'arrive pas à se. On est malheureusement en France dans un paysage qui est extrêmement éclaté. C'est-à-dire que en France, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Quand vous avez un problème avec la CAF, vous avez affaire à la CAF. Quand vous avez un problème avec la MDPH, vous avez affaire à la MDPH. Quand la situation dégénère, on saisit l'Agence régionale de santé. Et effectivement, pour vous, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver parce que c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de procédures. On en a conscience. Pour autant, et parce qu'il y avait beaucoup de travail à rattraper, on a commencé à acculturer les caisses primaires, les CAF, les MDPH ont eu des webinaires sur chaque trouble du neurodéveloppement. Ça prend énormément de temps et vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de proposer un guichet unique parce que c'est juste pas, c'est pas aujourd'hui, en tout cas, compatible avec l'organisation administrative française. Pourquoi? Parce que je prends les MDPH. Les MDPH dépendent des conseils départementaux et donc pas de l'État, par exemple. Donc, on n'a pas la main sur ce qui se passe dans les MDPH. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Les agences régionales de santé ont des référents ARS et ont des procédures de saisine quand on n'est pas content. Chaque ARS a sur son site internet, sauf exception, une procédure pour, si on n'est pas content sur une hospitalisation sous contrainte, sur quelque chose qu'on considère d'abusif, on saisit l'ARS. Alors là où c'est compliqué, je suis d'accord avec vous, c'est qu'on a quasiment une procédure par type d'acteur avec lequel on a une difficulté et qu'on n'a pas de guichet unique, ce que vous déplorez. Et moi, je vous renvoie souvent, et je sais que ça ne vous convient pas, vers l'acteur qui est le plus à même d'aider sur un territoire les personnes autistes, c'est le CRA. Et quasiment tous les CRA ont des assistantes sociales qui sont censées être formées à l'autisme et répondre aux personnes. Et là où je suis en difficulté avec vos questions, c'est qu'effectivement, mes réponses ne vous satisfont pas et j'atteins la limite de l'exercice. Voilà. Mais on l'entend, vos préoccupations, on les vit. Hein, moi, je ne conteste pas du tout ce que vous cherchez à mettre en place et on réfléchit tous les jours à ce qu'on pourrait optimiser. Donc, soyez assurés que moi, je lis tout ce que vous envoyez, même si parfois je manque un peu de temps pour aller au bout parce que c'est toujours très dense, mais on ne méprise pas vos idées et simplement on est en prise avec un système extrêmement complexe en France. Et c'est ça aussi que vous dénoncez et qui nous est difficile de régler avec notre petite baguette, même si on est interministériel. Ok, merci beaucoup. Maxime, je laisse la parole. Merci Mylène. Aujourd'hui, vous nous aviez interrogé sur un certain nombre de choses relatives à l'autodétermination. Alors effectivement, vous avez relevé sur une page de présentation du SGCIH sur Internet que c'était indiqué renforcer l'autodétermination des personnes. C'était corrigé depuis, merci de votre vigilance. C'est plutôt l'autodétermination, mais à l'intérieur de la participation des personnes, et c'est plutôt ça, parce que même si l'autodétermination prend une place très importante du renforcement de la participation des personnes, il n'y a pas que ça. Mais je vais vous détailler juste après. Vous nous avez aussi interrogé plutôt par mail sur la réponse accompagnée pour tous. Donc là, je vais vous redétailler un tout petit peu le sujet. Et puis sur la désinstitutionnalisation, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. D'abord sur la réponse accompagnée pour tous. Alors, elle a été lancée en 2015 et il n'y a jamais eu de dispositif spécifique pour des handicaps. C'est bien une stratégie de transformation générale qui avait vocation à rendre ou en tout cas offrir une possibilité d'être accompagné pour toute personne sur un territoire. C'était bien ça l'objectif et c'est ce qu'on entend dans le titre réponse accompagnée pour tous. Et donc c'était bien une nouvelle modalité de fonctionnement sur les territoires et de coordination à la main des MDPH, et c'est important de le préciser. Et les MDPH doivent, grâce à leur service de réponse accompagnée pour tous, répondre à toutes les demandes qui leur sont faites et offrir une réponse inconditionnelle à toute personne qui en a besoin. Donc ça, c'est la première chose. Pour ce qui s'agit des personnes autistes et des familles qui ont des enfants autistes, charge à la MDPH de se mettre en lien avec tous les dispositifs qui s'occupent plus particulièrement des personnes autistes. Je pense notamment au PCO, etc. Et aujourd'hui, qui sont intégrés dès le départ et ils sont mis en lien par la MDPH avec les dispositifs réponse accompagnée pour tous. La réponse accompagnée pour tous n'a pas objectif de faire de l'accompagnement à la place des autres, mais plutôt de bien coordonner tout ce qui est fait pour pouvoir offrir une réponse qui correspond à la fois aux besoins et offrir une réponse à tout le monde sur un territoire. Donc ça, c'est la première chose.
Et puis, en parallèle, parce que c'est ce qui a découlé de la réponse accompagnée pour tous, c'est de renforcer la demande des personnes. Aujourd'hui, on peut dire qu'on veut répondre aux besoins des personnes, mais encore faut-il que ces besoins soient clairement identifiés. Et au-delà du besoin, et sans être dans une vision trop médicale d'un besoin qui serait diagnostiqué ou repéré, c'est plutôt la demande des personnes exprimée par les personnes qu'il faut prendre en compte. Au final, qu'est-ce que veulent réellement les personnes? Est-ce qu'on prend le temps d'interroger réellement et de la bonne manière ce que les personnes souhaitent réellement pour leur propre vie? Et donc pour ça, c'est ce qu'on appelle là pour le coup l'autodétermination. Dans la réponse accompagnée, il y avait eu un travail de fait, mais depuis, on a engagé un travail encore plus important en mettant, et bien sûr tout ça est coordonné et en lien, des dispositifs d'appui à l'autodétermination qui mettent à disposition des personnes sur un territoire des nouveaux métiers, des professionnels formés à accompagner les personnes dans leur choix de vie et à accompagner les personnes à émettre en fait un choix qui correspond à leurs besoins, à leurs souhaits, à leurs préférences qu'elles ont elles-mêmes exprimées, qu'elles ont elles-mêmes construites et qu'elles vont pouvoir ensuite demander aux différents prestataires de services et opérateurs sur un territoire, MDPH et de s'assurer que la réponse qui est faite, en tout cas par ces opérateurs, correspond bien à la demande initiale de la personne. Donc, pour ces nouveaux professionnels-là sont appelés des faciliteurs. Alors, il y a eu des en français de tous ces nouveaux métiers, vous en avez peut-être entendu parler. Aujourd'hui, l'idée, c'était d'avoir un terme chapeau et d'avoir un financement public pour développer ces nouveaux dispositifs auprès des personnes. Ce qui est important de savoir, c'est que ces dispositifs sont bien du côté des personnes et sont indépendants de tous les prestataires, sont indépendants des offreurs de services. Ça, alors, sur l'accompagnement justement au projet de vie, au choix de vie, des professionnels peuvent le faire si les personnes le souhaitent et on exprime le besoin, peuvent les accompagner, comme des facilitateurs par exemple, mais les pairs PAIR peuvent aussi les aider, c'est-à-dire d'autres personnes en situation de handicap peuvent aussi, par leur expérience, aider des personnes dans l'expression de leur choix de vie, mais aussi dans toute autre chose en fonction de ce que les personnes souhaitent. Et donc ça, on appelle différemment, soit la pérédance, soit l'accompagnement par les pairs, ou d'autres termes aussi. C'était inclus dans la réponse accompagnée pour tous, c'était l'axe 3, quand on reprend la réponse accompagnée pour tous. Depuis, ça a fait l'objet de politiques publiques spécifiques et de projets, notamment le projet EPOP, EPOP, qui se développe actuellement dans 2 régions et qui a vocation à se généraliser dans d'autres régions dans les mois et années à venir. Et ce projet accompagne les personnes en situation de handicap à proposer leur expérience, leur savoir expérientiel en fonction de la modalité qu'ils choisissent, soit d'être salarié, soit d'être auto-entrepreneur, dans une association bénévole comme vous, etc., etc. Et de les accompagner à monter cette activité de partage de savoir expérientiel auprès de leurs pairs et à se mettre en lien avec tous les dispositifs d'accompagnement, tous les lieux où les personnes en situation de handicap peuvent être. Donc, ça passe par de la formation, par de l'accompagnement individuel, par de l'accompagnement aussi au plaidoyer, etc., se faire connaître sur un territoire. Mais on les trouve comment on les trouve comment, ces personnes? Ces personnes, les personnes qui sont formées dans les... Alors, vous voulez dire quand on les faciliteurs, enfin les... Parce que comme on n'a qu'1 heure et demie, je suis en train de stresser parce que je me dis, pardon, hein, mais là, vous répondez à la question renforcer enfin, cette question-là, mais là, enfin, pardon, c'est pire que moi. Enfin, je sais pas quoi vous dire, mais enfin, bon, merci. Mais comment on les trouve, ces personnes? Les facilitateurs, vous les trouvez sur tous les territoires. Alors là, c'est en cours de développement, mais ils seront sur tous les territoires. Ils seront identifiés notamment par les MDPH en premier, mais aussi par les CAF, etc. Ok, bon, merci. Okay. Bon, excusez-moi il y a des fois des choses qui sortent toutes seules. Hein, non, c'était pour aller dans en réponse à votre question, à la question de la désinstitutionnalisation. Ah. Parce que les facilitateurs travaillent aussi et accompagnent justement au choix de vie des personnes et donc
accompagne la désinstitutionnalisation par le biais des personnes. Mais j'allais y venir et compléter en disant ce qui est fait aussi pour accompagner. Là, on a parlé des personnes, de leur choix de vie, parce que, comme vous le disiez très bien dans votre description et qui est assez juste, c'est qu'on ne peut pas accompagner la désinstitutionnalisation si on ne propose qu'une seule chose, une seule alternative impossible aux personnes. Voilà. Donc, le travail fait sur le choix des personnes, mais aussi le travail fait sur les environnements. Alors, il y a tout le travail qui est fait en interministérialité sur rendre les environnements plus accessibles, le logement, etc. Et aussi tout le sujet de la transformation de l'offre médico-sociale. Et donc, pour tout ça, vous avez le renforcement notamment de l'emploi accompagné pour accompagner les personnes à l'emploi et ne pas avoir comme seule alternative les dispositifs protégés. Vous avez aussi tout ce qui est fait sur l'habitat inclusif, etc. Je ne rentre pas dans le détail, ce serait extrêmement long, mais je vous invite à aller regarder tous les progrès qui sont faits et les progrès qui ne sont pas du tout terminés. Au contraire, c'est dans cette dynamique-là et la trajectoire aujourd'hui elle est tracée et il suffit d'aller maintenant plus loin. Ça prend évidemment du temps parce qu'il y a énormément de dispositifs à transformer, énormément de travail à faire, mais la trajectoire elle est assez claire. Merci, mais sur l'accessibilité pour les personnes autistes, l'accessibilité de la société en général pour les personnes autistes, il n'y a pas que le logement adapté ou je ne sais pas quoi dans l'éducation, c'est l'ensemble, quoi. C'est ça qui manque. Vous avez appuyé aussi sur mobiliser la société civile. Comment? Alors, c'est vrai que ça fait partie de nos missions, c'est-à-dire qu'à chaque fois en fait, que l'on prépare un événement, parce que le CIH prépare en fait les comités interministériels du handicap, d'où le nom SGCIH, mais également la conférence nationale du handicap qui a lieu tous les 3 ans. Et donc, c'est souvent au moment en fait, de cette conférence nationale du handicap, qui est présidée par le président de la République, qu'il nous est demandé de sortir un peu du secteur pour aller, aller vers la société civile et dire à la société civile que c'est l'affaire de tous. Et donc, à la précédente en fait, conférence nationale du handicap, on a lancé pour cela une initiative qui s'appelle Tous concernés, tous mobilisés, où on a été chercher des acteurs de la société civile pour qui viennent nous dire toutes les actions qui sont entreprises sur les territoires, avec toujours les personnes. Et on a eu des choses et des échanges extrêmement intéressants, puisqu'on n'a pas eu pas mal d'associations, mais d'acteurs dans le sport, la culture, des personnes en situation de handicap qui nous ont fait remonter de très belles initiatives. Et ça nous a permis aussi de donner une autre dimension en fait à cette conférence nationale du handicap, puisqu'ils sont venus témoigner de leur et puis il y a eu aussi pour pouvoir mobiliser aussi la société civile, cette fameuse campagne de communication qui a eu lieu très récemment avec à la fois 3 clips vidéo, à la fois une campagne d'affichage très attendue par l'ONU, qui a pour le coup évidemment souligné que la France, là pour le coup, avait été au rendez-vous sur cette campagne nationale. Et donc, il y a eu également donc, et en parallèle, on a aussi évidemment toutes les actions de communication qui sont menées, mais Mylène en parlera davantage, qui sont menées lors des grands rendez-vous, je dirais, de notre domaine. C'est vrai le 11 février, mais c'est vrai également surtout le 2 avril sur l'autisme, où on essaye toujours, en définitive, d'associer un maximum la société civile à l'ensemble. Alors, ça peut paraître des petites touches, mais c'est pour nous des petites touches extrêmement importantes. Et aujourd'hui, on fait aussi des interventions auprès de la société civile, parce que c'est dans nos prérogatives. Et voilà, on essaie de porter un maximum cette belle mission qui nous est donnée. Alors, la question sur le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Vous nous interrogez donc sur le CNCPH et son mutisme. Alors, il n'y a plus de mutisme, parce que j'ai reçu aussi un message donc, de Jérémy Borroy, de son président, donc le président du CNCPH, qui vous invite, déjà qui vous remercie de tout l'intérêt que vous portez au CNCPH. Donc ça, c'est une première chose, même s'il n'a pas répondu par écrit, en tout cas, vous savez que le SG CIH est aussi secrétaire général du CNCPH, donc il me demande de faire son intermédiaire auprès de vous. Donc, il voulait vous remercier pour votre intérêt,
de vous signaler qu'on avait les universités d'été du CNCPH fin août, qui sera ouvert évidemment à tout le monde et non pas seulement aux membres du CNCPH. Donc, on pourra évidemment vous envoyer toute la documentation, mais c'est sur le site du CNCPH. Et la troisième chose, il me disait que vous pourriez leur adresser un mail en disant quels sont les sujets sur lesquels vous souhaiteriez apporter votre expertise afin de voir comment vous pourriez participer aux commissions du CNCPH. Vous savez qu'au CNCPH, il y a 9 commissions thématiques, donc elles portent sur l'emploi, sur l'école, et donc sur la politique internationale, mais également sur les établissements et services médico-sociaux, donc il y a 9 commissions thématiques, et il vous propose, si vous le souhaitez, évidemment, de nous faire part en fait de votre souhait de participation. Et puis il termine son message en me disant qu'il y a aussi le renouvellement du CNCPH. Vous savez que le CNCPH va être renouvelé à partir de 2023, et donc il faudra être aussi, si vous souhaitez y participer, il faudra aussi regarder comment vous pouvez candidater. Vous savez qu'on a des petites procédures à respecter, mais voilà, c'est aussi des éléments à prendre en compte. Donc voilà pour le CNCPH. Merci beaucoup pour ça. J'ai un peu de mal à intégrer là tout ce que vous me dites, mais bon, ça a l'air positif en tout cas. Mais comment est-ce que je pourrais répondre justement au président ou à quelqu'un du CNCPH, quoi? C'est ça le problème, c'est la communication. Alors, c'est hyper simple. Il vous suffit d'envoyer un mail au SGCIH. Vous envoyez un mail en disant voilà, je souhaite participer à telle et telle commission. On fait le lien avec Jérémy Borroy. Et puis, on regarde sur quelle commission vous souhaitez participer. Donc, si je comprends bien, en fait, le mécanisme au niveau de l'Alliance Autisme, par exemple, pour communiquer avec le CNCPH, c'est de passer par le SGCIH. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est exactement ça, parce qu'en fait, on est SG du CNCPH. Ouais. En fait, quand vous mettez un petit mail au SGCIH, alors vous mettiez dans l'objet pour le CNCPH, et nous, on fait le relais directement auprès du président. Bon, je vais y réfléchir. La question des commissions. Moi, je suis intéressé surtout par l'accessibilité pour les autistes, parce que c'est vraiment un sujet extrêmement important. C'est quasiment. Monsieur Lucas, il y a une commission accessibilité, donc vous pouvez venir donner votre expertise dans cette commission accessibilité. Ouais. Dans cette commission en fait du CNCPH, il y a à la fois des représentants des personnes non-voyantes, mais également différents types de handicaps. Donc, chacun vient justement, c'est ça l'intérêt de ces commissions-là, c'est chacun vient donner son expertise et ses points d'attention sur des choses sur lesquelles il ne faut pas que les politiques publiques se ratent. Ouais. Donc on passe, et je pense que Marc Salvini en parlera, c'est qu'on passe par le CNCPH, parce que c'est comme ça chez nous, c'est le Conseil national consultatif des personnes handicapées avec son organisation qui permet d'assurer aussi d'avoir l'ensemble des expertises sur les différents sujets. Ok, merci, on verra plus tard donc. Merci voilà, beaucoup. Alors ensuite, la question que vous avez posée sur les questions orales. Vous savez, est-ce qu'on a répondu sur la CNCPH? Est-ce qu'on a répondu en fait par écrit? Eh bien oui, on a répondu par écrit à certaines questions parce qu'on avait le droit, on a eu une série de questions absolument importantes, donc on n'a pas pu répondre à l'oral parce que le temps était très court, et en effet, on a répondu par écrit. Majoritairement, les réponses par écrit ont été reprises par le communiqué de presse, qui a fait l'effet de bilan en fait sur à la sortie en fait de l'audition. Donc oui, on a eu à répondre par écrit. Mais est-ce qu'on peut trouver ces réponses quelque part? Est-ce qu'elles sont publiées? Oui, elles sont pas publiées. Elles ont été transmises, mais elles n'ont pas été publiées. Après, moi, je peux demander à ce qu'on puisse vous les communiquer. Je ne pense pas qu'il y a de choses extraordinaires dans les réponses. Il n'y a pas d'opacité de
nos réponses, tous les chiffres sont évidemment les chiffres que l'on a au sein des administrations. Donc, je peux regarder ça et revenir vers vous sans aucun problème sur ce sujet. Merci. Alors ensuite, c'est toujours moi. Donc, sur la position, ça va rejoindre ce que disait, ce que proposait la proposition de Jérémy Borroy sur justement la position d'État français quant à l'accessibilité pour les personnes autistes. Alors, oui, c'est vrai. Comment dire, ça peut être. C'est vrai que dans la loi de 2005, on est vraiment sur une accessibilité universelle de tout à tous. Mais on le sait aussi parfaitement qu'on a besoin, on a une politique transversale et qu'on a besoin aussi de petites briques spécifiques, notamment en termes d'accessibilité. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur la surdicécité. Évidemment, on a besoin de briques spécifiques sur la surdicécité. Moi, je travaille avec les acteurs évidemment sur la surdicécité. Et l'objectif, évidemment, c'est d'aller chercher des expertises. Et donc, d'où la proposition, d'ailleurs, de Jérémy Borroy en disant, si vous avez, vous, des choses très spécifiques sur l'accessibilité des personnes autistes, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que c'est l'essentiel, c'est de nous dire, voilà, il faut absolument, tac, tac, tac. C'est ce qu'on fait, en fait, d'ailleurs, avec les autres associations. Et ça fonctionne plutôt très bien. Voilà. On va le faire. Comme on travaille beaucoup avec le CNCPH, en fait, généralement, quand on a une politique publique qu'il faut qu'on rende accessible, par exemple, je veux dire, le pass culture, par exemple, eh bien, on a un panel de personnes, de jeunes, avec différents types de handicaps pour pouvoir aider, en définitive, à la mise en accessibilité, à la fois de l'offre culturelle, mais aussi du site. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. À la fois, on est très transverse, mais on vient chercher aussi des expertises très spécifiques. Ensuite, nous avons, je prends tous les sujets CIH, le suivi de la CDPH. Vous avez parfaitement raison de poser cette question-là. Oui, on assure un suivi. Nous sommes l'instance en fait qui a été désignée pour assurer le suivi. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, on a un suivi en fait de l'ensemble des préconisations et des recommandations finales de l'ONU. Et là, comme il y a la constitution du nouveau gouvernement, eh bien évidemment, on va porter à la connaissance de l'ensemble du gouvernement les recommandations finales de l'ONU pour que ça puisse alimenter les nouvelles feuilles de route qui vont être celles des ministres. Alors, non, il n'y a pas pour l'instant de sanctions. Voilà. Pour l'instant, on est plutôt, vous avez compris, dans l'accompagnement de la bonne compréhension de cette convention et des recommandations qui nous ont faites auprès en fait du gouvernement pour que, évidemment, dans toutes les politiques publiques, la boussole, ce soit la CDPH. Voilà, c'est vraiment notre rôle et on y tient absolument. Et on a diffusé un maximum les recommandations finales de l'ONU pour que chaque acteur, parce que ce n'est pas seulement le gouvernement dans ses recommandations finales, c'est de manière générale tous les acteurs qui concourent à la politique du handicap qui doivent se sentir concernés, notamment les associations en premier lieu, les articles, et notamment l'article 19 sur les recommandations sur la vie autonome, et sont extrêmement importantes. Et donc, ce n'est pas une diffusion que pour les administrations, c'est une diffusion pour la société civile aussi de ces recommandations, puisqu'elles doivent absolument structurer notre manière aussi de réfléchir et nos ambitions que l'on doit porter. Sur la désinstitutionnalisation, Maxime vous a répondu. Sur l'accessibilité, ça j'aime bien cette question-là. Sur l'accessibilité du comité interministériel du handicap lui-même, lorsqu'il y a consultation et participation. Il faut savoir qu'au niveau du comité du SGCIH, on est amené en effet à piloter des groupes de travail. Nos groupes de travail, quand on fait appel à des experts en situation de handicap, sont toujours aménagés pour prendre en compte la spécificité et les besoins en fait des personnes. Alors, ça va être par exemple pour les personnes qui ont une déficience visuelle, ça peut être, pour une personne avec une déficience visuelle, oui. Excusez-moi parce qu'en fait je suis perdu parce que moi j'ai besoin de regarder avec mes feuilles et je crois que vous avez 17.1, je suis au 17.1. Ouais, voilà, il faudrait me dire les numéros parce que là j'ai. D'accord, pardon.
j'ai perdu Pardon. le fil. Vous m'avez parlé Alors, donc 8.1, donc le suivi, bon, ça, ouais, ok. tout à fait. Au Ensuite, vous total, m'avez parlé de la désinstitutionnalisation. Donc, pardon, monsieur Maxime, pour ma réaction, c'est sorti tout seul, hein. J'aime ben nous pas, aussi, on peut j'aime parler pas d'entendre. blesser les gens, mais voilà. Et après, alors effectivement, bon, c'est là où j'ai commencé à perdre le fil parce que vous m'avez dit sur la désinstitutionnalisation, Maxime vous a répondu. Mais bon, c'est vrai que ça serait un sujet où on pourrait en parler pendant 1 heure. Donc bon, Ah, on plus va. d'une heure. Mais Plus d'une heure. ensuite, la désinstitutionnalisation, c'est vraiment un gros problème. Et ensuite, là où je suis perdu, c'est que vous êtes allé après. Vous m'avez dit J'étais ça, sur ça me 8.1. plaît bien, mais alors 17.1. Attendez, parce que heureusement que j'ai Alors, imprimé je parce que. suis allée sur le 8.1, puis ensuite sur le 8.2, et ensuite je termine par le 17.1. Ah, voilà, voilà, voilà. Ah oui, même moi, je suis perdu. Même avec mes couleurs et mes trucs, j'ai du mal. Alors, 17, accessibilité 17.1, accessibilité du CIH. Voilà. Alors, j'ai pas, comme Alors, j'étais perdu, j'ai pas vraiment entendu ce que vous j'y m'avez vais, dit. Je suis désolé. En fait, nous, au niveau du comité interministériel du SGCIH, parce que ce n'est pas le comité interministériel du handicap, c'est le secrétariat général du comité interministériel du handicap, lorsqu'on fait participer, alors déjà, il faut bien savoir quand on fait participer ou qu'on consulte, vous avez compris le système, c'est qu'on passe d'abord par le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap, qui, donc par exemple, on va avoir un groupe de travail qui se monte, on demande au Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap de nous désigner des personnes sur le sujet. Mais on va aussi de temps en temps chercher des expertises à l'extérieur du CNCPH, notamment par exemple, nous, on pilote en direct des sujets comme la violence à l'encontre des femmes en situation de handicap. Pour cela, on se fait aider d'une experte qui est Marie Rabatel, qui est elle-même déjà concernée par ce sujet et deux, qui, comment dire, permet de bien nous aider à décrypter en fait les questions. Ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est la mise en accessibilité de nos réunions. Avec Marie Rabatel, on travaille toujours pour qu'elle soit confortable dans la réunion. C'est-à-dire qu'on prend vraiment en compte à la fois si elle souhaite que ça soit plus par visio ou que ça soit plus par présentiel. Quand c'est en présentiel, on fait très attention aussi aux conditions d'accueil. Et de même, moi, je participe à des colloques avec Marie Rabatel, c'est pareil, on prépare nos interventions ensemble. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui, oui, une participation des personnes à nos travaux sur des sujets spécifiques. Encore une fois, nous, on ne coordonne pas tous les travaux. Donc, on ne peut pas aussi vous dire, bah voilà, sur tous les travaux, il y a, voilà. Nous, sur nos travaux, en tout cas du comité du SGCIH, on a en effet cherché l'expertise au travers du CNCPH ou sur des expertises très pointues qu'on va chercher eh bien, auprès des associations en direct. Voilà pour vous répondre du côté du SGCIH. J'ai essayé de faire concise au travers de l'ensemble des questions. Je vais laisser Mylène parler et puis ensuite on aura Marc. Vous avez une question? Ouais, juste une dernière chose, au niveau de l'accessibilité et la représentativité, c'est un peu confondu. Au niveau du CIH, moi je suis intéressé pour vous parler, le mot expert, j'aime pas tellement, mais enfin on peut utiliser ce mot, disons spécialiste, déjà pour l'accessibilité des autistes, parce que c'est un sujet qui est assez nébuleux, j'ai l'impression, et qui est pourtant très important. Donc si vous voulez, vous pouvez, on peut essayer de se contacter pour ça, vous pouvez me consulter, enfin consulter l'Alliance Autiste. Bon. Mais quand je parle d'accessibilité, effectivement, il y a la question sensorielle, être confortable, etc. Bon, ça, effectivement, on va dire c'est le côté matériel, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire, j'utilise le mot accessibilité vraiment au sens le plus large qui puisse être, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'autistes qui sont pour lesquels toutes ces choses-là sont inaccessibles à cause des difficultés de communication et des difficultés de relation entre les personnes. Et bon, là aujourd'hui on est en face, bon très bien, mais ça n'a pas été simple pour y arriver. Et bon, je sais bien que toutes les communications, les emails, les lettres recommandées, tous les trucs que je fais, forcément, ça a un effet aversif. C'est pas intentionnel évidemment, hein, mais je sais que c'est comme ça. Et il y a beaucoup d'autistes, même pour nous, hein, en tant qu'autistes et en tant qu'association, je peux vous dire, c'est vraiment pas simple de travailler avec des autistes. Donc, tout ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire d'accessibilité et en fait
de diversité dans l'éventail des personnes autistes ou des associations d'autistes avec lesquelles vous pouvez travailler, c'est quelque chose de difficile, et je pense que ça peut être, enfin c'est sûr, empêché par des frictions. Je parle souvent de ça, hein, dans mon document, de l'offensabilisant, etc., par des frictions qui font qu'il il y a des personnes qui pourraient apporter quelque chose, ou des associations, bon, il n'y en a pas beaucoup des associations, mais qui pourraient apporter quelque chose, mais il y a des blocages dans la communication, à cause de friction. Là, on vient de voir en direct que bon, j'ai fait une réflexion qui peut-être là c'est bien passé, j'espère, mais avec d'autres personnes, peut-être que ça aurait vexé. J'ai vraiment pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Mais Dieu sait s'il y a des blocages. Tout ça pour dire que, ok, Marie Rabatel, ok, je vois très bien l'accessibilité, que ce soit confortable, que tout soit bien, etc. Là, vous avez vu un exemple, là maintenant, du fait que moi-même j'étais perdu parce que les choses n'étaient pas dans l'ordre, ou j'avais pas les numéros sous les yeux. Et ça, c'est une chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a en fait, il y a des autistes dont vous auriez besoin de recueillir l'avis ou de connaître les avis, mais qui vont jamais pouvoir fonctionner dans un collectif ou dans une association. C'est là que ça devient compliqué. C'est pas uniquement une question de confortable ou pas. C'est un peu confus mon explication, mais je pense que vous voyez. Non, c'est pas confus du tout. Non, c'est pas confus. Bon. Non, c'est pas confus. On a exactement les mêmes difficultés, vous savez, en termes d'accessibilité, même des travaux. Moi, je travaille beaucoup sur l'accessibilité des travaux du CNCPH, parce que autant vous dire qu'on n'est quand même pas encore au point, et on voit la difficulté aujourd'hui qu'ont les personnes de participer à ce type de travaux, parce que justement, on ne prend pas au cas par cas. Moi, je travaille beaucoup avec. Il y a des personnes autistes, hein, qui sont dans les travaux du CNCPH, et c'est très difficile pour elles d'y participer. Donc, elles ont besoin d'un tiers qui vient, hein, qui est, comment dire, et qui permet aussi de travailler. Donc, nous, on fait du cas par cas. Nous. En fait, c'est vraiment cas par cas, parce que l'ADN, en définitive, c'est d'aller chercher aussi la parole de personnes qui ne s'expriment pas naturellement sur les sujets. Et ça, c'est un gros travail, mais c'est vraiment c'est du cas par cas. Et on a aussi, comment dire, d'autres types de handicaps où c'est très compliqué. Quand moi, je n'ai pas la communication verbale, si j'ai une personne en face de moi qui n'a pas la communication verbale, comment je fais? Comment je fais pour, on a par exemple, vous voyez bien Philippe Aubert, c'est le président en fait du comité scientifique et éthique du CNCPH. Il n'a pas de communication verbale, il utilise aujourd'hui une commande oculaire et un outil de communication alternative, et ce qui ne nous empêche absolument pas aujourd'hui qu'il soit président. Donc on s'adapte au cas par cas. Et c'est extrêmement important pour nous, donc on comprend parfaitement ce que vous êtes en train de nous dire sans aucun problème. Donc pour l'autisme, il y a quelqu'un quelque part au CIH ou enfin dans la délégation, quelqu'un qui peut essayer de mettre de l'huile, quoi, de faciliter les choses, de faire, d'améliorer. Je rebondis sur ce que dit Céline. On fait de la même façon qu'on vous parle aujourd'hui et de la même façon que je vous réponds. Je ne réponds pas à tous vos mails, mais j'essaye de répondre. Moi, j'ai par exemple beaucoup de contacts individuels avec des personnes autistes, plutôt par écrit que par oral. Après, voilà, on travaille avec. Je pense en fait qu'on travaille avec bien plus de personnes autistes que ce que vous pouvez imaginer. Et c'est c'est pas pour dire qu'on est parfait, parce que comme l'a dit Céline, c'est très compliqué. Quand on fait du présent, on a eu toute la période avant la crise, on n'était que présentiel. On faisait attention aux modalités matérielles, mais là où vous avez raison, et là c'est une réflexion qu'on a aussi, et moi ça m'intéresse de vous entendre, c'est une réflexion qu'on a aussi pour la suite. On n'a rien acté encore de comment on va fonctionner pour la suite, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer, puisqu'on voit bien que vous avez raison, il n'y a pas que les conditions matérielles, et puis à chaque personne, comme le dit Céline, il faut adapter les conditions dans lesquelles on se met en mode de communication pour éviter, et j'oserais dire, quand vous réagissez de façon cash et que vous avez peur de nous froisser, enfin moi c'est mon quotidien avec les personnes autistes, et je me froisse jamais parce que sinon je serais pas là. Ouais. C'est pour vous dire que je vous mets à l'aise par rapport à vos réactions. Moi je travaille avec des personnes autistes, j'ai des contacts tous les jours de la même façon avec vous qu'avec d'autres. Donc déjà, je voudrais parce que des fois, c'est vrai que vous nous écrivez. Alors déjà, vous écrivez beaucoup, mais ça, je vous l'ai déjà dit, je me suis autorisée à avoir un discours toujours assez direct sur ce que je pense, sur ce que je ressens, dans ce que vous envoyez, parce que je ne veux pas que vous croyiez qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'on ne connaît pas l'autisme. On ne serait pas digne d'être là, d'ailleurs, si ce n'était pas le cas. Je ne veux pas dire qu'on est des experts, puisque moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas autiste, mais pour le coup, on côtoie beaucoup, on écoute beaucoup et on est très préoccupés
c'est notre obsession de faire en sorte que ce qu'on fait ait du sens pour les personnes autistes. C'est aussi pour ça qu'on a lancé une enquête Ipsos. Alors, peut-être que sur la méthode, etc., il y a des choses à dire. N'empêche que tous les ans, les personnes autistes, alors il y a un biais, on s'adresse aux personnes autistes les plus autonomes, peuvent répondre à notre analyse d'impact pour voir si ce qu'on déploie dans le cadre de la stratégie se voit sur le terrain. Voilà, je voulais juste dire ça du point de vue complémentaire à Céline. Et moi, j'ai une grosse contrainte à 18h30. Donc, je vais essayer juste de répondre à des points sur lesquels je ne vous ai pas déjà répondu par le passé. Et si je n'ai pas répondu à certaines questions, je vous ferai un écrit. Vous posez la question en 1.3 et elle revient un peu régulièrement de pourquoi on ne vous répond pas. Pourquoi l'Élysée ne vous répond pas? Pourquoi Matignon ne vous répond pas? Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Céline, il y a une délégation autisme et donc les services qui, effectivement, vous avez raison, n'ont pas de référent autisme partout. Parce que la réalité de l'État, c'est qu'aussi on rend des postes et qu'on n'a pas vocation à proliférer des missions sur tous les handicaps. Il y a une délégation qui est réputée compétente, qui travaille avec des associations de personnes et qui est en contact direct avec des personnes autistes, qui a vocation à répondre à vos questions. Alors là où je déplore le résultat, c'est que je n'arrive pas à répondre à toutes vos questions. Et certaines, et c'est très bien que Céline et Marc soient là, et Maxime aussi, dépassent largement la question de l'autisme. Toutes les questions d'accessibilité, elles ne sont pas propres à l'autisme. Il y a des spécificités sur l'autisme, mais il y a aussi des questions qui sont à embarquer dans une réflexion handicap plus globale sur notre fonctionnement. Donc, quelque part, la délégation interministérielle, c'est aussi un peu le bras armé de l'Élysée et de Matignon qui, c'est pas qu'ils vous méprisent, mais simplement, ils considèrent que c'est notre job de vous répondre sur toutes les dimensions. Alors, c'est peut-être, vous pouvez contester que ce soit comme ça, mais c'est une réalité. Oui, mais ça, c'est la théorie. Mais quand il y a des questions qui vous dépassent parce qu'elles sont trop politiques, trop polémiques ou trop hors de vos compétences, comment on fait puisque c'est redirigé automatiquement vers vous? C'est ça qui me dépasse. Bah, c'est un vrai problème. Ça veut dire que politiquement, on n'arrive pas à répondre à certaines de vos préoccupations. Ça ne veut pas dire qu'on ne les lit pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte. Et moi, on a toujours, il y a des choses, après que vous m'avez signalé, on a tenu compte dans notre site internet d'un certain nombre de vos remarques sur le vocabulaire. Voilà. On lit tout ce que vous envoyez. Maintenant, j'insiste, je vous l'ai déjà dit sur la forme. Je pense que pour être efficace et percutant, quand vous attendez quelque chose d'une administration ou d'un interlocuteur quel qu'il soit, il faut que vous soyez beaucoup plus précis et simple dans votre expression écrite, même écrite. Parce qu'en fait, même si l'écrit, je suis d'accord, ce n'est pas l'idéal, mais à un moment donné, pour certaines interpellations, vous n'aurez pas de contact oral à un autre niveau que le nôtre, puisqu'on est interministériel. Il faut que vous ayez vraiment, quand vous envoyez quelque chose d'extrêmement dense, avec, il y a un certain nombre de choses. On sait déjà que c'est compliqué au bout du bout pour vous répondre. La personne qui n'est pas accoutumée à l'autisme et qui ne connaît pas le sujet ne prendra pas le risque de vous répondre. Donc, il faut aussi qu'on vous aide à, je pense, bien cibler. Ça fait partie, c'est une des réponses à une des questions. J'ai noté la 2.2. Non, mais moi je peux pas faire plus court. Je peux pas. Vous voyez bien, ça fait 2 ans que ça dure, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse une adaptation quelque part de votre côté, quoi. Là, déjà, sur votre questionnaire-là, vous avez fait un gros effort. C'est vrai. Mais ça fait quand même 60 pages pour une réunion d'une heure. Donc... oui, mais moi, là, j'ai tout compris. J'ai compris toutes vos questions. Je l'ai lu en intégralité. Mais ce n'est pas la même chose, ce document-là, de ce que vous m'avez envoyé l'année dernière pour la préparation de l'audition ONU, où je ne pouvais matériellement pas consacrer autant de temps. Enfin, il y a un principe de réalité aussi. Je dois vous le dire en toute honnêteté. On ne peut pas être à temps plein à répondre à des messages ou à des dossiers de 180 pages, vous voyez, parce que ce n'est pas de la mauvaise volonté, simplement matériellement, on ne peut pas. Voilà, c'est juste ça. Et là, moi, je salue votre effort parce qu'il y a des questions sur lesquelles je ne vais pas vous répondre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les instruire. Donc, je continue pour vous dire l'essentiel. En 1.10, vous signalez des cas de maltraitance, clairement. Vous avez des témoignages de personnes. Donc là, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut saisir, il faut que les personnes, alors, soit les personnes sont autonomes et peuvent saisir les procédures qui sont en ligne dans les agences régionales de santé concernées. Si ce n'est pas le cas, vous me relayez les témoignages à mon adresse et je ferai le nécessaire. La maltraitance, elle doit être dénoncée dans les agences régionales de santé. Les agences régionales de santé sont les autorités de contrôle des gestionnaires. Donc, si les personnes sont maltraitées, elles doivent, et si elles préfèrent un témoignage anonyme, elles peuvent aussi. Donc, je pense qu'il faut impérativement que ces procédures-là, vous puissiez en prendre connaissance et je vous enverrai plus précisément ces procédures-là parce que c'est majeur. On n'est pas là à cautionner la maltraitance. Hein.
Ok. Sur cette question 1.10, il y a un corollaire aussi, qui est que dans la stratégie, on a lancé une grosse opération de repérage des adultes autistes non diagnostiqués en psychiatrie et dans les établissements médico-sociaux, vous savez. Ouais, j'ai vu. Et cette opération, je voulais juste vous dire qu'elle est lancée, mais qu'elle a été retardée par la crise puisqu'on ne pouvait plus rentrer dans les établissements. Mais elle est lancée et elle est majeure, elle va prendre des années. Donc, bien sûr qu'on n'est pas au point, mais que l'accompagnement de ces personnes-là ne peut pas se faire sans un repérage. On a formé des binômes dans les CRA, on rentre dans les établissements de santé spécialisés en psychiatrie, on rentre dans les ESMS, il y a un plan qui va durer des années, mais on ne lâche pas l'affaire. Il faut qu'on diagnostique pour mieux accompagner les personnes autistes et ensuite on enclenche avec l'autodétermination, avec tout ce qu'a présenté Maxime. Mais aujourd'hui, on est très loin. On serait malhonnête de dire le contraire. On a un travail qui est colossal devant nous. Merci beaucoup. 1.12, vous demandez que le diagnostic soit accessible à tous. C'est une demande qui a été remontée par d'autres associations, qui a été remontée sous le vocable forfait tardif, en écho au forfait précoce. Vous savez, pour les petits, on a mis en place un dispositif qui est remboursé à 100%. On lance les interventions dès qu'on repère un écart à la trajectoire de développement. On intervient, on lance le diagnostic et tout ça est gratuit. On veut faire la même chose pour les adultes dans la prochaine stratégie. Donc, c'est un dossier qu'on va ouvrir. Pardon, est-ce qu'on pourrait être associé à cette prochaine stratégie il y a eu une co-construction pour la première stratégie. Ouais. Bon, nous, on n'y était pas, mais est-ce que vous pouvez nous c'est ça, nous, on avait notre adresse email dans la liste CNA de l'époque, d'il y a 5 ans ou plus, et là... Alors, nous, on a les membres du Conseil national, ils n'ont pas changé depuis 2018. Nous, on n'a pas encore déterminé les modalités de la concertation de la prochaine stratégie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas une stratégie, on ne veut pas une concertation aussi vaste et aussi lourde, ce qui nous ferait concrètement perdre 1 an, parce que la stratégie, elle va se finir en 2022, fin d'année. Là, on est déjà dans des opérations de bilan, de contribution. On a demandé aux membres du Conseil national de faire des contributions, aux ministères qui sont référents autisme de donner leur point de vue, du point de vue de la mise en œuvre. Et on est en train de tout consolider. Moi, je considère que dans votre document, il y a des contributions. Donc, je vais vraiment regarder de très près. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous diriez d'une sorte de co-construction ou de consultation, mais qui ne serait pas une fois tous les 4 ans ou 5 ans? En plus, vous dites que pour la deuxième fois, c'est trop compliqué, mais qui serait permanente, avec des mises à jour, comme ça se fait pour tout, même pour les logiciels. On fait des mises à jour tout le temps. En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait parce qu'on a lancé des groupes de travail co-construits avec toutes les associations et les personnes du domaine. Moi, par exemple, j'ai piloté 4 groupes de travail sur la qualité. Il y avait des personnes autistes, il y avait on a lancé des appels à volontariat sur le site. Non, parce qu'on n'a pas reçu, on n'a rien reçu, on peut pas aller consulter le site une fois tous les 15 jours pour voir si des fois il n'y aurait pas un appel à consultation. Il faudrait recevoir des emails, quoi, une liste de diffusion. On a peut-être pas fait assez large, mais on a fait. C'est vrai que nos interlocuteurs sont principalement les associations du CNCPH, le Conseil national qui est censé aussi irriguer tout le secteur. Alors bien sûr mais on a aussi des personnes de la société civile qui nous écrivent et qui disent je veux être dans les travaux et qui ne siègent nulle part. Donc on a intégré le plus de personnes possible. Nous, on reçoit pas ces emails, Donc, je sais qu'il y a un côté aversif et tout. Bon, j'espère que ça va aller mieux. Mais quand vous parlez du CNCPH et du Conseil national de l'autisme, le CNTSA-TND, il y a une sorte de goulot d'étranglement, là. C'est-à-dire que c'est pardon de le dire comme ça, mais des personnes qui sont choisies, et puis une fois qu'elles sont choisies, elles siègent. Et puis, pour être choisies, il faut être pas trop aversif, et ça exclut certaines personnes, quoi. Non, je vous assure qu'on a de l'ambiance au Conseil national et on a quand même... pas mal de personnes qui sont pas que dans la ligne de qui contestent et qui sont pas d'accord. Et objectivement, je voudrais pas que vous croyiez qu'on est contre soi. C'est pas le cas. Et par ailleurs, il y a des réseaux qui se constituent sur la base de ceux qui siègent au Conseil national et qui répercutent quand on fait des groupes de travail qui vont chercher des personnes qui ne sont pas celles qui siègent au Conseil national. De toute façon, nous, on veut pas être dans le CNCPH ni dans le Conseil national de l'autisme. On veut pas être dedans parce que le principe, il est problématique. J'ai déjà expliqué ça, mais il faudrait qu'il y ait une autre forme de consultation. Là, comme vous devez partir, on va pas pouvoir en parler maintenant. On y réfléchit. De toute façon, juste pour vous dire qu'on y réfléchit, on est en train de réfléchir justement
comment faire cohabiter un conseil qui ne soit pas pléthorique, parce qu'on sait très bien que s'il y a trop de monde, on n'y arrivera pas, et des modes de concertation plus dynamiques, plus divers, ouverts. Donc, je vois Céline et large. Martine qui opinent, le chef, on a toujours, voilà, mais on n'a jamais voulu exclure personne et franchement, voilà, je note et on n'a rien décidé encore. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous consulter pour cette question d'élargissement, de diversité, de consulter les personnes autistes, sachant qu'elles n'ont pas de fonctionnement collectiviste en fait. Enfin, je sais bien. Sur 1.13, vous parlez un peu limite là, 1.13, je vous le dis, mais bon, voilà. ouais, non mais je sais. Vous subodorer que peut-être il y aurait de l'argent qui s'évaporerait. Alors, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la CNSA a apporté son soutien pour le compte de la ministre à Autisme Info Service. Et donc, de ce fait, à partir du moment où il y a 1 euro d'argent public, il y a un suivi de tous les bilans et de tous les budgets. Après, si vous voulez avoir accès à l'information, Autisme Info Service, c'est une association qui n'a pas une gouvernance qui est majoritairement privée. Hein. L'État a apporté son concours minoritairement. Et donc, si vous voulez disposer d'informations financières, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et je ne Mais peux justement, pas ils vont pas répondre. Ah ben, je ne sais pas, mais ils sont extrêmement transparents sur leur activité et leurs données. Je pense qu'on peut saluer ça. Et moi, je peux attester financièrement, puisque c'est moi qui suis les questions financières, je peux attester qu'il n'y a aucun problème de Ouais, mais on peut toujours faire des montages. Enfin bon, Florent Chapelle, il est bien spécialisé dans la sûr. communication, il fait des prestations de services. Je le Oui, sais, mais il m'a même expliqué des choses. Alors bon, oui, mais Monsieur Ducas, il y a une activité avec un coût, avec des données qui remontent, enfin, je veux dire, objectivement, moi, je sais extrêmement bien financièrement comment ça tourne. Il y a des salariés à payer. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de marge. Hein. Donc, il y a pas de s'il y avait besoin ouais. de détourner de l'argent, c'est sûrement, enfin, déjà, par principe, c'est même pas un sujet. Et de toute façon, c'est un service qui ne génère pas du tout d'excédent au regard de son activité pure. Donc, Oui, voilà, je ferme il le suffit débat. de facturer des. Bon, enfin bon, on va pas épiloguer Non, là-dessus. je ferme le débat parce que je pense qu'il ne faut pas que vous aventuriez là-dessus. Et d'autant que là, franchement, c'est un non-sujet. Vraiment. D'un point de vue financier, je peux en attester. Ok. Voilà. Après, bon, le fait qu'on n'a pas toujours répondu, j'ai essayé en préambule de vous expliquer les difficultés et de fond et de forme sur lesquelles on bute pour répondre à toutes vos questions. Peut-être juste dire que je complète ce que dit Céline. Sur la connaissance de l'autisme et le sujet changer de regard dans la population, évidemment, on a des temps de communication réguliers. La crise nous a beaucoup aidés. On a beaucoup parlé d'autisme. On mobilise aussi les médias. On essaye à tous les temps de rentrer, d'avoir des thèmes. On fait sortir les ministres, le président de la République sur des dispositifs autisme. Je pense qu'on n'a jamais parlé autant d'autisme, mais comme c'est certainement pas suffisant. Mais en tout cas, c'est les premières briques d'une société qui se voudrait un peu plus éclairée et bienveillante, et on en est très loin, donc on continue, mais c'est un travail de longue haleine. C'est ça que je voulais dire. Okay. Sur la 5.2, sur toutes les questions résolution de crise, alors résolution de crise au sens large, je vais expertiser un tout petit peu plus ce que vous avez proposé. Il y a le système de cartes que vous proposez. Il y a plusieurs associations et acteurs qui sont venus vers nous avec le système de cartes. Nous, on a un gros problème avec le sujet carte qui mentionnerait l'autisme, c'est ça. Nous, juridiquement, c'est un problème compliqué parce qu'on peut pas ficher les gens et on peut pas être à l'origine d'un dispositif qui fiche les gens par handicap parce qu'il y a trop de risques et de biais à ça. Et c'est un sujet qu'on a refusé d'ouvrir. Donc, je vous le dis, ça n'empêche pas les associations et les personnes qui le veulent. On est très en prise avec plusieurs associations qui travaillent sur les disparitions inquiétantes. Une famille qui voudrait mettre dans la poche de son enfant une petite carte avec « Je suis autiste » et un numéro de téléphone, bien sûr que c'est une bonne idée et c'est à la famille d'en décider, mais ça n'est pas à l'État de porter ça. Et on ne peut pas porter ça. Le ministère de l'Intérieur ne veut pas. Et c'est une difficulté juridique. Voilà. Parce qu'on est sur la donnée sensible. On pourra en reparler. Dire le point de blocage qu'on a sur cette histoire de carte. Sur le reste, consultation, participation, on en a parlé un peu, on n'a rien acté, donc je reviendrai vers vous. Contact quotidien avec les personnes autistes, je l'ai dit. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une décision de la MDPH, c'est la 9.1, il y a toujours possibilité de faire une contestation amiable, puis contentieuse. Moi, vous disiez, est-ce qu'on peut imposer une famille d'aller en IME? La réponse est non. La réponse est non.
tous les jours, on soutient des familles qui disent, moi, je veux que mon enfant, il continue à aller à l'école, la MDPH et l'équipe de scolarité veulent m'obliger à mettre mon enfant en IME. La réponse est non. Mais alors l'affaire Voilà. Bettina Dupin, Ben, je ne la connais pas, moi, cette affaire-là. De la même façon que je ne connais pas l'affaire Timothée. Donc, voilà, je vous le dis. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que ça existe qu'on le cautionne. C'est ça que je veux vous dire. Et en l'occurrence, on est toujours aux côtés des familles pour les aider à formuler leurs recours. Quand on n'est pas d'accord et qu'on nous impose un choix, il y a des recours amiables puis contentieux. Les familles doivent s'en saisir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et ensuite, sur le reste, moi, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai répondu à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'avais essayé de vous répondre par le passé sans succès. Sur l'autistance, je me suis demandé si vous aviez soumis cette idée à d'autres associations. Parce qu'il y a parfois des choses que vous soumettez qui ne ressortent pas du tout des autres associations dans le champ de l'autisme. Et parfois, c'est vrai qu'une demande, elle a plus de chances d'arriver, d'être instruite quand on a vraiment un… Voilà, il y a des demandes, tout le monde les fait. Il y a des demandes, vous êtes les seuls à les porter. Donc, parfois, je me suis dit, peut-être que le CNCPH pourrait vous aider à ça. Comment on vous aide à muscler certains sujets. ouais, non, mais c'est pas parce qu'une demande est portée par une seule personne ou une seule entité qu'elle est pas très intéressante. Ça peut être des choses qui sont novatrices. Bien sûr, mais il y a des choses qui me surprennent et du coup, je me dis, est-ce que ce sujet a été vu avec d'autres ou pas du tout, voilà. Mais je vais approfondir tout ce que vous On pourrait en avez reparler si vous voulez. Je pourrais vous expliquer parce que là, j'ai pas vraiment expliqué, hein, mais je pourrais. En tout cas, à l'époque, en 2015, ça avait été jugé intéressant par Ségolène Neuville, quoi. Mais là, il y a rien d'expliqué. En gros, non, ça serait trop long à expliquer maintenant. Mais j'aimerais bien qu'on puisse reparler de ça parce que ce serait vraiment utile. De toute façon, je reviendrai vers vous parce que je dois vous quitter, mais voilà, moi, ce que je pouvais dire en synthèse de ce que j'avais retenu et qui méritait que je vous apporte une réponse orale. Merci beaucoup. Et je vais vous abandonner, je m'en excuse, et je reviendrai vers vous, Monsieur Lucas, pour les compléments. Merci beaucoup pour tout. Hein. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. Je passe la parole aux collègues et à Marc. Pardon, Marc, de vous quitter. À bientôt. Au revoir, merci. Alors, je vais rapprocher l'ordinateur pour que vous voyez bien Marc. Voilà. Ok. Ah, voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, tout d'abord, en remarque préalable, si j'ai répondu à votre mail me demandant, j'ai hésité à vous répondre lorsque vous m'avez saisi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je connaissais votre association puisque j'avais eu votre rapport alternatif au préalable de l'audition ONU que j'avais eu. Mais il faut savoir que je ne réponds pas, et souvent les HFHI, aux milliers d'associations qui existent. Vous imaginez que je ne m'en sortirai pas et qu'on a tendance à se concentrer sur, conformément à la circulaire du Premier ministre, sur la co-construction avec le CNCPH et avec les associations du CNCPH. Si j'ai souhaité vous répondre, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'avais lu votre rapport, qui était très intéressant, sincèrement. La deuxième raison, c'est que je me suis aperçu au cours de l'ONU qu'en fin de compte, il y a eu très peu de questions sur autisme et justice. Donc, c'est vrai que ça me permet peut-être de vous donner des éléments de réflexion. Et enfin, c'est vrai que j'ai regardé votre site et j'ai vu que malheureusement, vous avez souvent effectivement des difficultés pour obtenir des réponses. Et donc, je me suis dit, bon, je vais vous contacter. Alors, je ne vous ai pas répondu, à part quand je vous ai donné mon téléphone, parce que j'ai souhaité voir avec le CIH et la DIA, une réunion commune. Alors, pourquoi cette réunion commune? Pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des sujets interministériels. Et la deuxième raison, c'est que le ministère de la Justice, sur toutes ces questions-là, n'est pas pilote. Vous parlez dans votre liste de questions de prééminence médicale. Bon, j'ai bien vu la connotation, enfin, ce que vous aviez derrière ce mot. Et oui, il y a un aspect santé. Le ministère de la Santé est pilote sur pratiquement tous les sujets. Donc, c'est pour ça que moi, vous répondre directement et seul était délicat.
Donc voilà pour toutes ces raisons. Vous voyez qu'en tout cas, on se retrouve là tous ensemble et c'est une excellente chose. Comment je vais vous... Bon, j'ai vu toutes vos questions, vos remarques. Je vous propose de... Je vais vous donner mon sentiment. Ça va être en gros en trois parties. Il y aura une première partie sur l'office du juge, c'est-à-dire le juge et l'accessibilité sur le juge. Quelque chose de très général. Hein. Ensuite, il y aura 2 zooms, et ça sera terminé. Un sur tutelle, curatelle, puisque vous l'évoquez, et un sur les soins psychiatriques sans consentement, contention, isolement. Donc, mais ça sera très rapide, mais surtout le point central, ça sera l'office du juge. Et répondre à vos questions, hein, ça et là. D'abord, la première, ayez bien conscience dans ce que je vais vous dire. J'ai bien vu tout l'aspect critique sur la justice, il n'y a pas que de chez vous. Je vais vous donner, ça sera mon sentiment sur beaucoup de choses. Je représente le ministère, c'est vrai, je ne suis pas magistrat. J'ai quand même maintenant une certaine connaissance des choses et un recul. Donc il y a des choses dans ce que vous dites. Je vais vous donner mon opinion. Vous en ferez ce que vous voudrez. Le but n'est pas de débattre, de dialoguer. Le but, c'est de... j'ai tellement eu de masse d'informations pour vous et puis pour d'autres. Je vais vous donner mon sentiment puisque je n'ai pas pu le donner à l'ONU. Alors maintenant, donc, si vous le voulez bien, l'office du juge. Alors, vous parlez des affaires Timothée, Rachel en préliminaire. Alors, on est tout à fait d'accord, je ne vais pas commenter selon la phrase rituelle, je ne commente pas les décisions de justice en cours ou même non en cours. Je vais quand même vous donner mon sentiment sur Rachel, mais c'est un sentiment personnel. Rachel, j'ai même regardé sûrement vous également, le reportage qu'il y avait eu sur la chaîne parlementaire, Rachel à l'épreuve de la justice. Finalement, et pas seulement finalement, dès le début, toute cette affaire, Rachel, c'est pour ça que je ne veux pas dire les juges ont été mauvais ou pas mauvais, mais à la base, je veux dire, les juges ont découvert des situations, ont vécu des situations qui ne dépendent pas d'eux. Toute l'affaire Rachel, les travailleurs sociaux, les assistantes sociales, les médecins, les psychiatres, l'éducation, je veux dire que quand les dossiers arrivent chez le juge, visiblement, et la DIA fait tout pour essayer de revoir le système, le juge, il arrive, il a des dossiers de toutes ces personnes, il est obligé de faire avec. Alors, il prend des experts. Il y a des experts près des cours d'appel. Mais on va nous dire, oui, mais ces experts, finalement, ils ont été formés, ils sont lacaniens, ils ne connaissent pas les bonnes théories, ils ne sont pas bons. Enfin, je veux dire, même si la cour d'appel habilite, ce n'est pas lui qui les désigne. C'est pas lui qui regarde les diplômes, c'est pas lui qui dit il connaît la bonne science, lui il connaît la mauvaise science. Donc, entre guillemets, ce pauvre juge, quand le dossier arrive chez lui, il fait avec les moyens du bord, il fait avec tout ce qu'il y a eu en amont. Et si ça merdait en amont, je veux dire, ça arrive parce que le système n'est pas bon en amont, et c'est ce que fait la DIA, c'est ce que fait l'interministériel, d'essayer de tout remettre à plat pour qu'il puisse, ensuite, lui, faire son travail le mieux du monde. Dans l'affaire Rachel, 2 cours d'appel se sont prononcés. Donc tout ça, c'est bien pour vous dire, c'est pour ça que quand j'entends dire dans le Rachel à l'épreuve de la justice, c'est à l'épreuve de l'amont. Quand ça arrive à la justice, le mal est fait, si tant est qu'il y a eu mal, mais là, je n'ai pas à me prononcer, je rentrerai. Donc ça, je voulais quand même bien vous donner mon sentiment là-dessus. Ensuite, le juge. Le juge, il est formé. Le juge il est formé, que ce soit à l'École nationale de la magistrature, en formation initiale ou en formation continue, il est formé au handicap en général. Quand on prépare les futurs juges d'affaires familiales, juges de tutelle, juges pour enfants, ils ont des formations lourdes. J'ai vu le catalogue formation initiale, formation continue est très important. Ils font des simulations. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas aller plus loin. Actuellement, vous avez parlé de la mallette pédagogique qui est en cours. Elle circule dans les cours d'appel. Elle a été présentée à l'ENM il y a presque 1 an. La droit pluriel fait la tournée des cours d'appel pour la présenter et l'offrir à tous les magistrats. D'ailleurs, si vous voulez cette mallette pédagogique, vous allez sur le site de droit pluriel. Je crois qu'il faut quand même la payer. Déjà, j'ai un doute. Bon, moi, je l'ai eu puisque nous, on l'a cofinancé. Donc, nous, on l'a eu gratuitement. Mais en tout cas, elle est là. Elle est sur droit pluriel.
mais c'est de la sensibilisation. Il y a effectivement un clip sur l'autisme. D'ailleurs, toutes les associations autistes considèrent que ce n'est pas forcément un bon clip. Hein. Donc, c'est aussi les associations, parfois entre elles sur le même sujet, n'ont pas forcément la même façon de voir. Il y a également des formations, parce que, comme je vous disais, nous, pour l'affaire Rachel, pour bien peser les mots, mon sentiment, on essaye, nous, à notre niveau justice, de voir comment on peut améliorer. C'était tout le travail de la DIA avec les experts autisme, où là, on a des experts autistes, un annuaire vient de sortir le 1er mars avec des experts qui sont formés véritablement sur les aspects neurologiques, et on met à bas tout ce qui est psychiatrique. Maintenant, les magistrats pourront faire appel à ces experts. Et il y a des formations qui sont mises en place de la DIA. Là encore, ce n'est pas nous qui les faisons, on n'est pas spécialistes, on n'est pas médecins. On n'est pas médecin, on n'est pas spécialiste de toutes ces questions-là. Les formations, il y en a 3 modules qui viennent d'être mis en place, d'abord pour la protection judiciaire de la jeunesse, parce qu'on a beaucoup de mineurs à la protection judiciaire de la jeunesse, et on travaille là-dessus, mais on va l'étendre, on va faire en sorte que ces formations aillent à l'École nationale de la magistrature assez vite. Ça devrait être le cas, mais l'ENM est totalement indépendante. Hein. Vous savez, il y a une indépendance non seulement de la justice, mais de son école. Donc, on a véritablement une dynamique. Mais il y a aussi un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Toutes ces formations que je citais, ce n'est pas pour flatter en disant on a un grand catalogue. Il n'y en aurait pas d'ailleurs de formation, je vous dirais presque que ce n'est pas grave. On peut pas. Pourquoi je dis c'est pas grave? Parce que le juge, il juge toute la vie. Comme on dit, le juge peut tout faire sauf changer un homme en femme. Maintenant, il peut le faire. Donc, je veux dire, le juge a toute la société. Donc, il faudrait 50 ans pour qu'il soit formé, spécialisé dans tous les domaines. Donc, avant tout, ce qui est important, vous me dites si ce n'est pas clair, ce qui est important, c'est la méthodologie qu'on donne au juge à l'École nationale de la magistrature. Le juge est formé à une méthodologie pour prendre en compte la vulnérabilité des personnes et les particularismes des personnes qui sont devant lui ou devant elle. Tout ça, c'est basé sur ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Il faut que toutes les personnes soient entendues par le juge. Et le juge, il est formé à cette méthode. Comme vous savez, les juges des tutelles ont été remplacés par les juges du contentieux de la proximité. Pourquoi? Parce qu'on a souhaité faire un contentieux global sur la vulnérabilité des gens. Et c'est j'allais dire, tout le principe même de la formation du juge qui a pour but de lui permettre de répondre à son office. Alors vous allez me dire, ce sont des belles paroles, c'est de la théorie, merci Monsieur Salvini. Je le dis très sincèrement, et pour aller plus loin, je vais vous dire que je suis très étonné moi-même, qui ne suis pas magistrat. D'abord, j'étais au ministère des Armées, je suis à la justice, demain je serai à la retraite sûrement, mais bon, ce que je veux dire, c'est que quand je regarde les décisions toutes récentes, je me dis, mais quand on dit que les juges ne sont pas sensibilisés au handicap et qu'ils s'en foutent, je vous cite quelques exemples qui m'ont vraiment frappé personnellement. Donc, ce n'est pas pour faire de la publicité, c'est parce que ça m'a frappé. L'été dernier, avec la Cour de cassation, l'affaire du fauteuil roulant. Si on se basait sur la loi, le fauteuil d'une personne à mobilité réduite est considéré comme un véhicule. C'est les lois qui ne sont pas du ministère de la Justice, hein, c'est les lois des transports. Qu'est-ce qu'a fait le juge? Il y a eu une personne qui a eu un accident, mais il avait commis quand même une part de responsabilité, il n'aurait pas été entièrement remboursé. Le juge qui, dans ses visas à la Cour de cassation, a voulu aider au maximum cette personne, a fait référence aux objectifs de la Convention des droits de l'homme. Donc, quand je disais à l'ONU que c'est en effet direct et qu'on l'utilise, voilà un bon exemple. Sur la base des objectifs, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas se baser sur la loi lui disait le contraire. Donc, il a dit, le fauteuil roulant n'est pas un véhicule, c'est la continuité, c'est comme une prothèse de la personne, c'est l'individu. Point barre. Je vais vous donner 3 autres exemples très brefs. Les arrêts, vous avez peut-être entendu parler des lois anti-perruches, les arrêts perruches. C'est les personnes qui naissent avec un handicap, les arrêts perruches. Actuellement, il y a une loi il y a quelques années, les juges ont dit, globalement, un enfant né avec un handicap, ce n'est pas de sa faute, il peut être indemnisé. Évidemment, la loi a considéré que le juge était trop généreux et a fait ce qu'on appelle des lois anti-perruches. Le juge judiciaire continue à essayer à maintenir son principe. Là, dernièrement, l'aménagement raisonnable. Comme je l'ai dit à l'ONU, vous l'avez entendu, l'aménagement raisonnable, les juges le mettent en œuvre bien avant la loi de 2005 et bien avant la CDH. Je veux dire,
un avis vient d'être rendu, je terminerai sur ce point-là, juste sur la Cour de cassation vient de rendre le 18 mai dernier un avis sur les soins psychiatriques sans consentement pour les mineurs. Je peux vous dire que cet avis qui va être rendu, il n'y aura plus beaucoup d'avis de soins sans consentement. Je pourrais vous en citer plein d'autres exemples, mais j'arrête. Vous voulez faire une réaction? Non, je disais simplement bonjour à quelqu'un qui vient d'arriver, excusez-moi. Ah, d'accord. Bon, un autre exemple, puisqu'il faut rester, dernièrement, l'arrêt Juliette H, prénom, le tribunal vient de demander à Sanofi, pour un problème à la Dépakine, 500 000 €. Je veux dire, donc tout ça pour vous dire que quand j'entends dire que le juge n'est pas sensibilisé au handicap, vous avez peut-être raison. Il n'y connaît peut-être rien, mais c'est vrai que moi, je vous donne ces éléments-là. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais c'était mon rôle de vous le dire. Maintenant, passons sur un autre sujet, sur l'accès à la justice. C'est toujours dans le même groupe d'accès au juge, puisque c'est un sujet central qui vous intéresse particulièrement. J'allais dire, si on me demandait, j'ai un autiste devant moi, il veut accéder à la justice, qu'est-ce que concrètement, le conseil que je lui donne? D'abord, aller dans les points justice. Les points justice, c'est les anciennes MJD, Maison de justice et du droit, points d'accès au droit, etc., relais d'accès au droit, qui sont devenus des points justice. Il y en a 2500 en France et qui s'intègrent petit à petit au France Service. Bon. Dans ces structures, vous les connaissez, donc je ne vais pas trop détailler. Vous avez des avocats, vous avez des greffiers, vous avez des représentants du défenseur des droits, des relations avec les permanents juridiques, des gens qui sont là pour vous donner des conseils, pour vous expliquer des choses comme sur l'aide juridictionnelle, avec des documents FALC qui sont là. Et ces gens-là sont formés, ils reçoivent des fiches, ils reçoivent la mallette pédagogique également, mais ils ont également d'autres formations. C'est, j'allais dire, le premier endroit où aller, le point de justice. Mais ils répondent pas. Alors, non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Vous allez, il y a un numéro de téléphone d'ailleurs qui est fait. Est-ce que je le laisse sous les, mais je pourrais, oui, c'est le 3650. Où est-ce que je l'ai le numéro de téléphone? Enfin, il y a un numéro qu'on a mis sur le site du ministère de la Justice. On peut l'appeler de l'étranger, qui vous met en relation, qui est accessible. Il est clair que sur 2500 points justice, il est évident que vous allez avoir des difficultés. Parce que tout le monde, on n'aura pas encore des gens parfaitement formés. Les choses se mettent en place, comme par exemple ce que je vous disais vous allez certainement trouver une jurisprudence lamentable, vous allez tomber sur un juge nul. Ça arrive, il y en a 9000, je suis bien d'accord. Mais quoi qu'il en soit, moi ce que je veux vous dire, c'est que c'est le principe et on essaye de l'améliorer, de faire en sorte que ces points de justice soient les sources centrales et on met tout le paquet pour que ce soit comme ça. Ensuite, plus vous vous approchez de votre procès. Avant, nous avions au sein des tribunaux, vous aviez différents accueils. Accueil pénal, accueil civil, accueil commercial. Depuis quelques années, on a voulu qu'il y ait un guichet unique, qu'on appelle le SAUJ, Service d'accueil unique du justiciable. C'est quelque chose d'unique quand vous rentrez au palais de justice de Paris, de Grenoble, où des gens, là également, sont formés, et c'est à eux qu'il faut voir quand on va voir vous-même ou avec un avocat, pour pouvoir dire voilà, je suis autiste, je vais avoir un procès, prévenez le juge, faites en sorte que les choses, donnez les informations. Là encore, j'espère que vous allez tomber sur des gens bien, mais les hommes sont ce qu'ils sont, les femmes sont ce qu'elles sont, on peut tomber sur des cruches, sur des beaux, je veux dire, comme être humain, je vois aussi ce que c'est l'administration. Bon, mais nous, notre but, c'est que ça soit ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a, nous, les référents autisme que vous citiez, moi je pense, mais ça c'est personnel, les référents autisme dans les tribunaux, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, pourquoi? Parce que, d'abord, il y a un manque la notion de référent, on va presque en crever. On crée, mais ça, si le gouvernement le décide, on l'applique. On a des référents diversité, des référents laïcité, des référents égalité homme-femme, on a des... Et ces gens-là, ce n'est pas des gens qui ne font que ça, c'est des gens qui ont déjà un poste, à qui on confie ces tâches-là. On a des référents handicap dans les tribunaux, on a 600 correspondants handicap au ministère de la Justice, mais ils sont concentrés sur les agents. Ils sont au profit des agents, pas des citoyens, des agents. Et ce sont des RH, des gens qui font des ressources humaines, donc ils dépendent d'ailleurs du service des ressources humaines. Il y a un référent ministériel handicap dans chaque ministère. On en a un dans l'association pour l'éducation, qui est autiste. Donc mettre des référents, il faudrait mettre des référents, il y a 1001 handicaps, je veux dire, moi je n'y crois pas.
Je n'y crois pas parce qu'on donne des tâches supplémentaires et ça ne marche pas. Donc, pour nous, c'est les points justice, les SAUJ. Ensuite, les aménagements procéduraux. Vous m'aviez demandé, vous aviez posé la question en disant oui, vous avez cité à l'ONU le pénal concernant les sourds, les aphasiques. Alors, effectivement, j'avais cité les aménagements procéduraux là où il y avait un aspect matériel. Mais d'ailleurs, aussi bien j'ai cité le pénal, mais le civil, c'est pareil. Un code de procédure pénale, c'est le pendant civil, c'est exactement pareil. Pour les autistes, et pour toute personne qui peut avoir, admettons, je pense quelqu'un qui n'est pas référencé, quelqu'un qui a eu un AVC, le principe est clair. Le principe est clair. Le juge a l'obligation de recourir à tout dispositif technique, méthode de communication pour que le principe du contradictoire soit mis en œuvre. Ça veut dire que de toute manière, le juge il a cette obligation, pas besoin. Alors, je vous épargne également toutes les procédures qui concernent également les autistes dans la législation sur la protection juridique des majeurs, avec les tutelles. Alors là, vous en avez une palanquée d'articles sur ces sujets-là qui expliquent exactement comment ça doit se passer. Mais là, je vous renvoie au bon texte. Hein, c'est chiant à lire, mais bon, il y en a une palanquée. Donc, ces aspects-là, c'était cet élément-là que je voulais vous donner sur l'office du juge. Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel sur ce que je voulais voir avec vous. Je vous propose, pour répondre à vos questions, et également un autre élément, la conciliation et la médiation. On renforce énormément la conciliation et la médiation, et avec la félicitation des associations de handicapés. Parce que si on peut éviter d'aller devant le juge, c'est aussi et là, les points de justice sont censés vous donner, et je souhaite qu'ils vous le donnent, et ils vous le donneront quoi qu'il arrive, hein, parce que c'est nos orientations, nos directives, toute information sur la conciliation et la médiation. Maintenant, deux points très brefs. Tutelle, curatelle. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit à l'audition. Effectivement, nous, le ministère de la Justice, les juges, ils sont pour évidemment supprimer. Moins il y aura de tutelle et de curatelle, dès qu'il n'y en aura plus, ça sera parfait. Mais actuellement, et toute la politique de la justice, mais là ça dépend, c'est l'aspect santé. Il y a l'aspect santé sur ces sujets-là. Et tous les textes sont des textes, c'est le code de la santé publique, ce n'est pas le code pénal, hein, c'est le code de la santé publique. Hein. Quoi qu'il en soit, toute la politique du ministère du gouvernement, c'est, depuis bien avant 2007, de faire en sorte que la tutelle et la curatelle soient l'exception. Vous avez les mandats de protection future qui ont été d'ailleurs plébiscités lors des États généraux de la justice. C'est peut-être d'ailleurs le seul point où ils ont parlé des handicapés, ce qui m'a étonné. Mais bon, les habilitations familiales, les masques, toutes les mesures d'aide sociale programmées. Vous avez toute une palanquée d'outils qui permet au juge de dire « Ah non, moi je ne veux pas de tutelle, c'est ça qui conviendrait mieux compte tenu des dossiers médicaux et de tous les aspects à la personne. » Donc, il n'y a pas de… Même si effectivement la Convention des droits de l'homme dit qu'il faut les supprimer tout de suite, si le gouvernement veut les supprimer tout de suite, mais il donne l'ordre, le président est le chef, s'il veut supprimer tout, il supprime tout. Mais quoi qu'il en soit, actuellement, ça diminue, et nous, plus ça diminuera, plus on sera d'accord. Vous avez surtout parlé, et ça c'est le sujet, des mandataires, des tuteurs. Professionnels. Professionnels, les mandataires judiciaires à la majeur. Vous avez parlé de conflit d'intérêts. Alors, moi, la seule chose que je peux vous dire, je ne suis pas sans savoir que dans les établissements médico-sociaux, moi, à titre avec mon regard extérieur, c'est vrai que j'ai toujours été un peu étonné de voir des associations qui, hors de l'établissement médico-social, nous disent qu'il faut désinstitutionnaliser, alors que parallèlement, elles gèrent l'institut. Bon, je veux bien, mais c'est vrai que parfois j'ai des… Mais bon, moi c'est avec mon regard de citoyen, c'est mon regard de citoyen. C'est une question de bon sens, quoi. Ça ne tient pas, cette histoire, franchement. Je suis d'accord. Bon, donc les conflits que vous indiquez, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, on a 350 000 personnes en tutelle. Globalement, 60% des tuteurs, c'est la famille et les proches. C'est ce qu'il faut savoir. C'est quand même minoritaire, les mandats. Et en plus, vous avez des mandataires judiciaires qui sont indépendants. Bon.
Quoi qu'il en soit, le travail globalement, ce qui m'est remonté, c'est qu'il n'est pas mauvais. D'ailleurs, ils aident à former pas bénévolement parce qu'on les paye mal, mais on les paye. Ils forment également les tuteurs familiaux. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a un constat partagé. Il faut revoir le système. Et il y a un groupe de travail qui est très avancé sous l'égide de la santé avec la justice pour revoir totalement les mandataires, le système des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ça aurait dû être fait sous le précédent quinquennat, mais ça aurait dû être mis dans la loi autonomie qui n'a pas été faite. Et actuellement, le groupe de travail continue son boulot et on espère que la loi 5e âge, je ne sais pas comment on l'appellera, va prendre ça en compte. On est déjà d'accord pour revoir toute la déontologie. Je crois même qu'une charte a été quasiment une charte déontologique. Revoir la formation, créer une licence professionnelle. Il y a déjà un guide qui a été fait avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Quoi qu'il en soit, ce sujet est un sujet brûlant, est un sujet qui est à l'ordre du jour et qui évolue, mais le calendrier législatif a fait qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. C'est vraiment, pour répondre à votre question, c'est vraiment un sujet qui est en cours. Je passe au dernier point, c'est les soins psychiatriques sans consentement. Alors, deux choses. Les premiers, je vais mettre tout le bloc des hospitalisations. Bon, je ne vais pas vous sortir, vous connaissez mieux que moi tout l'arsenal qui est en place, procureur de la République, registre, etc., contrôleur général. Je sais très bien ce que vous en pensez. La seule chose, c'est que là, je viens de voir dernièrement dans l'affaire Dimitri que le procureur s'en est saisi. Ça concerne un autiste, l'affaire Dimitri. Alors, c'est comme ça. Dimitri Fargette. Moi, j'ai que son nom, son pseudo, parce que je crois que parce que moi, j'ai des veilles. Dimitri Fargette, c'est une abomination qui dure depuis je ne sais pas combien de temps. Le procureur de la République est dessus, d'après les dernières nouvelles, en suivant ces affaires, ce qui se passe dans l'hospitalisation. Quoi qu'il en soit, vous avez des personnes qui sont là pour protéger les libertés individuelles. N'oubliez pas que le juge judiciaire, c'est le protecteur des libertés individuelles. Oui, mais je vais donner quelques idées. Vous pouvez rire, bien sûr. Non, mais moi, je vous donne mon sentiment et je vous ai donné quelques exemples, pas pour vous convaincre du contraire, mais pour vous donner un autre son de cloche. C'est toujours bien d'avoir un autre son de cloche que peut-être toujours les mêmes sons de cloche, qui sont peut-être et certainement réels. C'est votre vérité. Moi, je ne détiens pas la vérité. Je vous donne des infos. Comme je l'ai dit, vous en faites ce que vous voulez. Le but n'est pas de débat, de dialoguer. Je vous donne une vision que j'aurais donnée à l'ONU si d'ailleurs il m'avait posé des questions. Concernant je vais aller très vite parce que là, et je vais terminer là sur contention et isolement. Je vous renvoie, c'est tout récent, au décret du 23 mars 2022, JO du 25 mars, parce que comme ça, vous pourrez le lire tranquillement, qui répond à toute la question sur le rôle du JLD, du juge de la liberté de la détention. Ça a été maintenant validé. Tout le système de contrôle systématique qui est mis en place sur les contentions et les isolements. Je pourrais vous donner quelques grandes lignes, mais lisez plutôt vous-même les textes. C'est toujours très compliqué parce que vous avez 6 heures, 12 heures, 15 heures, 24 heures, 48 heures. Tout insiste. Faut vraiment s'arracher les cheveux. Vous voyez, j'en ai plus beaucoup, mais c'est pas toujours à lire. C'est assez emmerdant à lire, mais le système a été mis en place. Le Conseil constitutionnel l'a validé. Donc, en tout cas, les choses ont évolué dans ce sens-là. Et le JLD, c'est le dernier point. Quand il considère qu'il y a lieu à main levée, il fait la main levée. En 2018, on avait quand même eu 7000 mains levées par des juges de liberté, alors qu'ils n'étaient pas toujours informés de ce qui se passait, parce que c'est très compliqué. Voilà, j'ai essayé, excusez-moi, je n'ai pas mis des points 1, 2, 3, j'ai essayé de synthétiser globalement et de parler vrai, surtout, de vous donner mon sentiment. Comme ça, ça sera vous aurez eu un autre son de cloche, et là encore, vous en ferez ce que vous voudrez. J'ai fini. Je peux pas poser deux questions? Allez-y. Alors, je prends des cas personnels. Bon, vous m'avez dit votre sentiment. Pour parler de cas concrets, moi j'ai été hospitalisé sous la contrainte, ça remonte à il y a longtemps, en 1994, pendant 15 mois. J'ai toujours pas digéré, la pilule n'est toujours pas passée, si j'ose dire. Et depuis 1994, j'essaye d'accéder à la justice. Alors vous allez me dire c'est trop tard, mais tant pis, j'essaye quand même. Et j'ai jamais réussi à accéder à la justice pour ce problème.
Alors, tout ce que vous me dites, bon, très bien, en théorie, bon, ça devrait être fait comme ça, mais dans la réalité concrète, et pourtant, je suis pas, je me débrouille quand même pas trop mal. J'ai jamais réussi, encore maintenant, je fais tellement de demandes d'aide juridictionnelle que je m'y perds moi-même dedans. Je reçois des lettres, des trucs, je m'en sors pas du tout, pas du tout. Ça, c'est personnel. Et le deuxième point, c'est, alors quand même, sur mon cas personnel, j'ai contacté les points justice, les machins comme ça. Bon, ils bottent en touche très rapidement. Hein. Je crois que ça les dépasse. Je sais pas. En tout cas, ils sont pas du tout formés à l'autisme. Et le défenseur des droits, je peux plus. Maintenant, le défenseur des droits, pardon, mais je peux plus en parler sans rire parce que c'est tellement. Voilà, je préfère pas dire que c'est une farce parce que, enfin, tant pis, je l'ai dit quand même. Et le deuxième point, c'est sur l'affaire Timothée. Non, mais alors je sais pas si vous connaissez l'affaire Timothée, mais c'est absolument, c'est une horreur totale ce truc. Moi, je le connais ce garçon. Enfin, maintenant c'est un adulte, hein. Mais j'ai passé une semaine dans la famille et je peux vous dire qu'il a pas du tout besoin. En 2014, j'ai passé une semaine chez eux à Lyon où là, ils avaient une vie normale, quoi. Et il a pas du tout besoin d'être enfermé. C'est atroce. Si je pense à ça, je vais pleurer. Donc je vais pas me focaliser dessus. Il y a un juge qui a décidé de nommer un tuteur, alors qu'il a ses deux parents, pour qu'il puisse aller dans une maison d'accueil spécialisée. À l'époque, c'était en IME. C'est écrit, hein, c'est explicite, pour qu'il permette l'institutionnalisation. Et maintenant, cette personne, il est enfermé, il souffre vraiment, quoi. Et sa famille aussi, même moi, même d'autres personnes, on souffre en voyant cette situation. Et le tuteur qui est payé par ce genre d'association du médico-social, il va jamais décider de la libération de cette. Enfin, c'est voilà. Je suis pas surpris de ce que vous dites et je m'y attendais. Je le sais très bien. C'est pour ça que là, j'ai voulu, ben, en disant ça, vous donner une autre vision et surtout ce que l'on veut faire. Ce que l'on fait en interministériel avec le boulot de la délégation interministérielle à l'autisme pour faire bouger tout ce qui se passe, parce que ces choses-là, c'est en amont que ça se passe, ce qui se passe dans ce que j'ai voulu vous montrer sur l'affaire Rachel, que nous, on y contribue à notre niveau. Et notre but, c'est pas de dire, ne pensez surtout pas, et si jamais, alors là, j'ai raté mon exercice, c'est pour vous dire tout est beau, tout est parfait. Moi, l'objet de mon objectif, c'est de vous donner un autre son de cloche de ce que l'on veut faire, des difficultés que l'on connaît, de ce que l'on a repéré, des points quand même un peu positifs que je voulais mettre en avant. Mais surtout, si jamais vous avez considéré que ce que je vous ai dit, c'est de dire, oh bah oui, mais il est complètement out Africa, alors là, j'ai raté l'exercice et c'est pas du tout c'est pas du tout. Mais je pense qu'en essayant, d'autant plus, vous voyez, je vais réfléchir. Voilà, donc je ne lis pas mes notes, donc ce que je dis, ça vient du cœur en général. Sinon, je vous aurais fait, voilà, et j'aurais dit, maintenant, rompons le banc. Donc c'est vraiment, je parle d'homme à homme sur un sujet, même si j'ai un poste officiel, mais sur des sujets sur lesquels j'ai essayé de vous montrer les difficultés que moi j'avais repérées et les évolutions qu'on essaye de mettre en place. Effectivement, vous pouvez tomber dans un point justice sur quelqu'un qui s'en fout. Ça peut. Vous savez, je sors également dans l'administration, je vois également les problèmes, mais en tout cas, nous, notre but, c'est de le faire bouger. Et avec l'interministériel et le ministère de la Santé, qui est le gros ministère sur ces questions-là, hein, mais on n'y est pas soumis, loin de là. Hein, on a un certain nombre d'exemples que je vous ai montrés. Donc, je sais ce que vous ressentez, je l'ai ressenti dans tous vos écrits et dans vos mails. Donc, j'espère simplement que vous allez, c'est la seule chose que je demande, que vous avez mon ressenti personnel et intime à la fin de cette réunion. Oui, ça, oui, je l'ai bien reçu. Il faut que je réfléchisse à tout ça pour faire coïncider, enfin entre la théorie, votre ressenti, la sincérité, tout ça. Bon, ça c'est super. Après, sur le terrain. Et vous en tirerez les conséquences, tout comme Céline qui est à côté de moi, qui a écouté en tant que citoyenne, Bon, Mylène est partie, mais Mylène, je lui tiens parce que Mylène Girard, je lui tiens également des sujets quand elle va faire, où je lui dis attention, fais pas trop de bashing justice quand même, parce qu'il y a des choses parce que elle est vraiment avec vous, Mylène Girard, comment on est. Donc, j'allais dire, c'est un autre. Au moins, vous avez entendu quelqu'un d'atypique faire un discours. Avoir un blabla atypique, mais qui est quand même basé sur 3 ans de ce que je vois, des échanges avec des personnes qui me mettent
quand même de l'espoir. Et si jamais j'avais pas d'espoir, je ferais autre chose. Ok. Toujours pas Céline. Merci monsieur. Je vais réfléchir à tout ça parce que c'est. Ok. Bon, c'était un peu dense, hein, on est vraiment désolé, mais Non, voilà, de toutes les manières, moi je vais vous envoyer ensuite l'enregistrement, ça va vous permettre aussi voilà, de remettre un petit peu tout dans la conversation, parce que c'est difficile aussi de tenir dans la durée, parce que nous on parle et puis vous avez à écouter, donc c'est jamais facile comme exercice. Voilà, je pense que, comme dire, je pense qu'on peut peut-être mettre fin à la réunion, sauf si vous avez une question complémentaire. Ouais, ou un oubli sur les questions que vous m'aviez posées, parce que j'ai synthétisé beaucoup. Mais s'il y avait une question, il y avait la loi de. Bon, si vous avez une question importante. Bref, non, il y aurait trop de choses. Et puis, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais comme. Bon, là, c'est une question d'adaptation, c'est-à-dire que vous aviez le besoin de vous exprimer de cette manière, mais comme ça correspondait pas, c'est votre besoin à vous, et comme ça correspondait pas exactement à la structure qui est dans ma tête et qui est imprimée, il va falloir que je réécoute pour raccrocher les wagons ensemble, quoi. Mais bon, j'ai quand même réussi à peu près. Une question toute simple, mais vraiment un petit détail, c'est le formulaire alors c'est spécifique, hein, le formulaire de demande à la MDPH, formulaire de demande à la MDPH. Pour diverses raisons, personnellement, je ne veux pas l'utiliser. Donc j'ai un litige avec une MDPH. Et est-ce qu'il y a un moyen de prouver qu'il est obligatoire? J'ai bien vu les textes qui disent bon, il existe ce formulaire numéro tant téléchargeable à tel endroit, mais dans le texte, je ne vois pas écrit qu'il est obligatoire d'utiliser ce formulaire. Qu'est-ce qui nous dit qu'il est obligatoire? Pour moi, il n'est pas obligatoire, c'est pas écrit explicitement que ce serait obligatoire. Si vous voulez, je vais poser la question à la CNSA qui anime le réseau des MDPH. Je vais directement leur poser la question en disant est-ce que ce formulaire est obligatoire pour engager une démarche auprès des MDPH? Sans aucun problème, ça merci. Merci. Non, sinon, en tout cas, je voulais vous remercier parce que je vois que vous avez lu il y avait quand même beaucoup de pages, beaucoup de choses. Et je pensais, honnêtement, je me suis dit, peut-être qu'ils vont même pas. J'étais même prêt à vous envoyer le document à nouveau. Donc, je vois que vous avez vraiment fait attention. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. Et vous avez essayé de répondre au mieux. Donc, je suis même un peu surpris, en fait, pour tout vous dire. Et donc, ça, très bien. Après, bon, il y a toujours évidemment des différences de point de vue entre là où vous êtes, hein, on va dire tout en haut là où vous êtes, et bon, les choses, c'est la bonne volonté ne manque pas, mais c'est difficile de faire le lien entre le gouvernemental, la théorie, tout ça, c'est un peu abstrait, et ce qui se passe sur le terrain, et franchement, en tout cas, c'est pour ça, je pense que le dialogue est vraiment important. Est essentiel, et j'espère que vous pourrez joindre le contact@alliancetis.org plus souvent, d'envoyer je sais pas quoi, moi, des mailing lists, des informations, des consultations. Et pour ce qui est de la notion particulière de l'accessibilité pour les autistes, je vous redis, j'insiste vraiment là-dessus, n'hésitez pas à. Moi, ça m'intéresse, hein. Ouais, parce que c'est que si vous avez un document qui est bien fait avec moi, je pourrais le transmettre. Il y a Sophie Ratter, qui est ma collaboratrice, n'était pas avec moi, mais c'est la coordinatrice interministérielle de l'accessibilité universelle. Donc, je préfère vous dire qu'elle serait très intéressée par ce type de document qu'on utilise, nous. Hein. Après, ça nous permet aussi d'acculturer les personnes. Hein. Dans notre... Bon, c'est beaucoup de travail aussi, mais dans notre rapport, la version intégrale du rapport, hein, qui fait 466 pages, je crois, il y a 2 chapitres qui parlent de l'accessibilité, qui donnent déjà une bonne idée. Donc ça, si j'oublie pas, je pourrais vous envoyer les 2 liens. Et par contre, faire un document complet là-dessus... Non, mais à partir du moment où on a si déjà vous avez résumé ces points-là, je ne sais pas si c'est résumé, c'est des exemples concrets, avec vraiment, par exemple, dans un avion, parce que pour comprendre l'accessibilité, il faut vraiment visualiser dans les détails. Et là-dessus,
Là-dessus, je suis pas mauvais quand même. Je suis pas mauvais pour Voilà, c'est expliquer très ce bien. genre de choses. Quand j'ai participé au groupe de pilotage de la HAS pour la recommandation autisme adulte avec Christiane Jambard, je sais qu'elle avait bien apprécié parce que c'est vrai que c'est long. Je reconnais que c'est long mes explications, mais au moins on y est quoi. Moi, quand j'explique des choses, Voilà, mais c'est un c'est film. précis. Les gens ils voient le film, ils y sont et ils comprennent vraiment les choses. C'est pas abstrait du tout, hein. C'est vraiment très précis. Ils comprennent vraiment les petits détails qui changent tout. Je fais vraiment en sorte que. Donc ça, vous aurez des exemples dans ces deux liens, mais ça ne va pas être suffisant. Mais j'aimerais savoir s'il y aurait moyen de faire, je ne sais pas quoi, une sorte de groupe de travail, quelque chose interministériel, ou même s'il y a une ou deux personnes à la limite, mais qui soient vraiment branchés sur cette histoire d'accessibilité pour les autistes, avec cette personne, là, vous avez dit, j'ai oublié le nom déjà, ou qui que ce soit, et de m'inviter là-dedans, et je pense que ça va être vraiment utile. Déjà, ça serait vraiment très, très important, ça. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je vous redis la proposition aussi du président du CNCPH. Hein. Il y a une commission accessibilité, c'est hyper intéressant. Hein. Et la commission Ouais. accessibilité du CNCPH, c'est hyper intéressant. Les travaux, franchement, sont intéressants. Et Mais je là, demande pas mieux que de participer, mais concrètement, il y a des blocages. Il y a des blocages. Concrètement, vous avez bien vu, on écrit. non, Et mais plus on faire le lien écrit, avec, plus c'est aversif, et à la fin, bon. non, mais je vais faire le lien avec le président et puis je vais lui proposer, voilà, comme une rencontre avec la commission accessibilité, ils sont Ouais, très voilà, bien. vous leur dites, bon, Ça Eric permet Lucas, on l'a voilà, rencontré, bon, il mord pas, voilà, on peut discuter avec lui. Apparemment, il a des choses qui il peuvent n'y a être pas de utiles. problème. Je vais vous mettre Voilà. en lien avec le CNCPH sans aucun problème. Ok, Sans aucun problème. super. C'est comme ça. Bon, bah, merci Merci beaucoup. à C'est vous. très, très, très positif en tout cas. Merci beaucoup. Je suis très content. Voilà. Et Merci à vous. pardon pour parfois des remarques, enfin bon, voilà, qui m'ont échappé. Non, non, alors là, franchement, il ne faut pas vous Bon, inquiéter avec nous. Il faut être assez libre. bon. Il n'y a absolument aucun problème. De Et notre comme, côté, comme a dit Madame Girard, c'est vraiment important de ne pas se formaliser. Là, on est dans le ouais, handicap, vous êtes sensibilisé, surtout elle, donc on sait qu'il ne faut pas se formaliser. il n'y a Mais les absolument gens pas. dans l'administration qui ne sont pas du tout sensibilisés à l'autisme, hein, et en plus, quand ils ne savent pas qu'ils sont face à une personne autiste et que la personne autiste elle-même ne sait pas qu'elle est autiste, c'est là qu'on peut se retrouver en HP, comme ça a été mon cas. Et puis il n'y a pas que moi, et puis même encore maintenant, ça peut arriver. C'est là qu'il y a vraiment du boulot, quoi. Il y a du boulot à tous les niveaux. Hein. Ça, Oui, Marc oui, l'a dit. oui, oui, c'est vrai. C'est pas, malheureusement, c'est pas encore parfait, mais on est, comme le dit Marc, voilà, on est Mais tous engagés dans le même chemin. Quoi. Donc, les voilà. référents autisme, ça peut être des médiateurs, des facilitateurs, on va appeler ça comme vous voulez, mais des personnes qui feraient le lien, le chaînon manquant, pour qu'il n'y ait plus ces blocages, pour que entre la situation de la personne, bon là j'ai pris mon exemple personnel, mais je sais que je ne suis pas non plus exemplaire, hein, il y a des gens qui sont infiniment plus handicapés que moi dans l'autisme, mais entre des situations où les personnes sont bloquées, où elles ne savent pas. Là, vous m'avez parlé d'un numéro de téléphone accessible depuis l'étranger. Je peux vous dire, ça fait des années que je cherche et je n'ai jamais entendu parler de ce numéro. Il faudrait qu'il y ait au moins une personne. Alors vous allez me dire, il y a la délégation, mais je la connais, la délégation. Mais il faudrait qu'il y ait au moins une ressource, quelque chose, un numéro, je ne sais pas quoi, moi, qui puisse orienter les autistes et les familles vers, et qui puisse aussi conseiller dans tous les ministères. Enfin, je sais pas, j'entends que vous me dites qu'il y a déjà des choses plus ou moins comme ça, mais Ouais. peut-être que le lien, peut-être qu'il manque encore quelque chose et que le lien, il y a des moments où ça c'est cassé, quoi. On n'arrive pas jusqu'au bout. Je vous dis, ça fait tellement d'années, même moi, pourtant, je fais quasiment que ça, hein, entre le personnel et l'associatif, où je cherche, et j'arrive pas. C'est comme un chemin où il y a un moment, il y a un trou, il y a un précipice, on peut Il y pas aller plus a loin. des chaînons manquants. Ouais. Voilà, Le numéro, juste le numéro pour l'étranger, je le note. pour le point justice, mais je vous le laisse enregistrer, donc 09 70 82 31 90. 09 70 82 31 90. Et quand vous êtes en France, c'est 30 39. C'est Bon, le ben, numéro central des points justice. super, je l'ai Alors, noté. bon, Mais- vous allez sûrement me dire, vous allez tomber sur une chèvre qui va pas. Bon, j'espère que non. Non, mais j'ai bon, l'habitude. au moins, vous voyez que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance en créant des choses, en créant des choses, et justement, on fait en sorte que, parce que
les points justice, c'est très vaste. Hein. Donc, si on avait des gens omniscients, omnisavants, ça merci pour votre sincérité, pour votre franc-parler en tout cas. Mais là, je voudrais rebondir juste sur ce petit exemple. Vous vous rendez compte que même si l'association Léocetis, c'est pas grand-chose, hein, c'est tout petit. Au bout de 2 ans, on arrive à une réunion où c'est quand même le haut fonctionnaire, enfin, vous n'êtes pas n'importe qui, hein, et vous non plus, enfin, personne ici, au niveau du gouvernemental. On est obligé d'aller jusque-là pour obtenir un numéro de téléphone. Alors, comment font les gens qui n'arrivent pas jusque-là? Parce que c'est sur le site du ministère. C'est sur le site du ministère. Ah bah faut le trouver. Je regarderai, mais ministère sur servicepublic.fr. Ouais, mais il faut le trouver. Vous me le dites. Vous en pensez de servicepublic.fr? Si, servicepublic.fr, c'est pas mal. J'ai eu une réunion avec eux. Ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. Ils répondent à tous les messages. Enfin, il y a des améliorations à faire, mais ça on voit ça avec eux. Enfin, c'est ça la dynamique, améliorer. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Non, mais merci à vous. Je vous envoie l'enregistrement sans aucun problème. J'ai cherché mon collaborateur pour qu'il m'aide à bien faire l'enregistrement. Bon, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est encourageant. J'ai beaucoup moins la sensation de persona non grata. Bon, en même temps, je comprends que vous avez beaucoup de travail, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on a beaucoup avancé aujourd'hui, en tout cas, et je vais écouter tout ça et puis faire un compte rendu pour essayer de transmettre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.